Laurent Mercier avait toujours eu cette sensibilité particulière qui le distinguait des autres hommes du village. Une douceur dans le regard, une attention aux détails qui passaient inaperçus pour la plupart. Cette sensibilité, autrefois source de moquerie durant son enfance dans ce petit hameau normand, était devenue sa force depuis qu'il avait repris la ferme familiale après le décès de son père. Ce matin-là, alors que l'aube teintait le ciel d'un rose pâle, Laurent conduisait son vieux camion sur la route sinueuse qui menait au marché aux bestiaux de Lisieux. L'air frais s'engouffrait par la fenêtre entr'ouverte, portant les promesses d'une journée de printemps. La radio grésillait, diffusant une chanson populaire que Laurent fredonnait distraitement. Son esprit était ailleurs, préoccupé par les finances de la ferme qui, malgré tous ses efforts, continuaient de s'effriter comme les vieilles pierres du mur d'enceinte. À 34 ans, il se retrouvait seul à porter le poids d'un héritage qui s'alourdissait chaque jour. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur le volant, tandis qu'il pensait à l'objectif de cette journée. Acheter une jument pour l'élevage, un investissement qu'il espérait rentable à moyen terme. Le marché aux bestiaux de Lisieux était un lieu bourdonnant d'activité chaque jeudi matin. Les négociants y venaient de toute la région, leurs camions alignés comme des sentinelles le long du terrain boueux. Laurent se gara et descendit de son véhicule, resserrant son écharpe autour de son cou pour se protéger de la fraîcheur matinale. Il connaissait bien cet endroit, y étant venu depuis son enfance avec son père. Les odeurs familières de paille humide, de fumier et de café servis dans des gobelets en plastique le ramenèrent instantanément à ses souvenirs d'enfance. Laurent s'avança parmi les enclos, observant attentivement les bêtes proposées à la vente. Son budget était limité, très limité même. Mais il espérait trouver une jument de bonne souche, peut-être pas au sommet de sa forme, mais avec un potentiel pour l'élevage. Ses yeux scrutaient chaque animal, évaluant leur démarche, la brillance de leur pelage, la vivacité de leur regard. C'est alors qu'il le vit, dans un enclos reculé. Un vieux cheval bai, maigre au point que ses côtes saillaient sous son pelage terne. L'animal se tenait immobile, tête basse, comme si tout espoir l'avait quitté. Ses yeux, pourtant, attirèrent immédiatement l'attention de Laurent. Malgré l'état déplorable de la bête, son regard semblait porter une histoire, une profondeur qui contrastait avec son apparence délabrée. « Celui-là ne vous intéresse pas, monsieur Mercier », lança une voix derrière lui. C'était Marcel Bouvier, un maquignon bien connu dans la région pour ses pratiques parfois douteuses. Une vieille carne qui ne vaut même pas le prix de l'abattoir. Je l'ai récupérée chez un vieux qui pouvait plus s'en occuper. Laurent ne répondit pas immédiatement, son regard toujours fixé sur le cheval. « Quel âge a-t-il » demanda-t-il finalement. Bouvier haussa les épaules avec désinvolture. Difficile à dire. 15, peut-être 20 ans. Trop vieux pour être utile en tout cas. Je vais probablement le vendre pour la viande si personne n'en veut d'ici la fin de la journée. Une vague de dégoût submergea Laurent. L'idée que cet animal qui avait probablement servi fidèlement pendant des années finisse sa vie à l'abattoir lui était insupportable. « Je peux l'examiner de plus près » demanda-t-il. Bouvier sembla surpris mais acquiesça, un sourire narquois aux lèvres. « Faites comme chez vous, mais vous perdez votre temps. » Laurent s'approcha lentement de l'enclos. Le cheval ne bougea pas, ne manifestant aucun signe d'intérêt ou de méfiance. De près, son état était encore plus alarmant. Des cicatrices anciennes marquèrent ses flancs, témoignant peut-être de mauvais traitements passés. Ses sabots n'avaient pas été entretenus depuis longtemps, et sa crinière était un enchevêtrement de nœuds et de crins cassés. Malgré tout, Laurent perçut quelque chose dans la posture de l'animal, une noblesse qui persistait au-delà de la misère physique. Il tendit doucement la main, laissant le cheval s'habituer à sa présence. Après un moment d'hésitation, l'animal avança légèrement sa tête, ses naseaux frémissant au contact de l'air expiré par Laurent. « Combien » demanda-t-il sans se retourner. Bouvier émit un petit rire incrédule. « Vous n'êtes pas sérieux, Mercier. Ce n'est pas ce qu'il vous faut. Vous cherchiez une jument pour l'élevage, non ?»« Combien pour le cheval ?» répéta Laurent, cette fois en se tournant vers le maquignon. Voyant que Laurent ne plaisantait pas, Bouvier cita un prix, modeste comparé à celui d'un cheval en bonne santé, mais tout de même significatif pour Laurent dont les finances étaient serrées. Sans hésitation, il accepta,
ignorant la voix de la raison qui lui rappelait ses projets initiaux et l'état précaire de sa trésorerie. Tandis que Bouvier préparait les papiers, plusieurs personnes s'approchèrent de Laurent, certaines le regardant avec pitié, d'autres secouant la tête devant ce qu'elles considéraient comme une folie. « T'as perdu la tête, mon gars », murmura Jean Lefort, un agriculteur voisin. « Ce cheval a un pied dans la tombe. »« Peut-être, » répondit simplement Laurent, « mais il mérite de mourir dignement, pas sur le sol froid d'un abattoir. » Le trajet de retour vers la ferme fut lent. Laurent conduisait prudemment, jetant régulièrement des coups d'œil dans son rétroviseur pour s'assurer que le cheval tenait debout dans la petite remorque. Il avait baptisé l'animal Lazare, un nom qui lui était venu spontanément, évoquant celui qui était revenu d'entre les morts. En arrivant à la ferme, sa sœur Claire, qui vivait dans la maison voisine et l'aidait occasionnellement, l'attendait dans la cour. Son expression passa de la curiosité à la consternation lorsqu'elle vit l'état du cheval que Laurent débarquait avec précaution. « Laurent, qu'est-ce que c'est que ça ?» s'exclama-t-elle, les mains sur les hanches. « C'est Lazare », répondit-il simplement, guidant doucement le cheval vers l'écurie. « Je croyais que tu allais acheter une jument pour l'élevage. Comment va-t-on s'en sortir si tu dépenses notre argent pour ça ?» Sa voix trahissait à la fois de la colère et de l'inquiétude. Laurent soupira, comprenant parfaitement la réaction de sa sœur. « Je ne pouvais pas le laisser, Claire. Ils allaient l'envoyer à l'abattoir. » Claire leva les yeux au ciel, exaspérée, mais pas surprise. Elle connaissait son frère, sa tendance à suivre son cœur plutôt que sa raison. « Et maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Il est à moitié mort, ce pauvre animal. »« Je vais le soigner, » répondit Laurent avec une détermination tranquille. « Lui donner une fin de vie paisible, au moins. » Claire secoua la tête, mais son regard s'adoucit légèrement. « Tu es impossible, tu le sais ça. » Elle s'approcha du cheval, l'examinant avec un œil critique. « Il va falloir appeler le vétérinaire, et ça va nous coûter encore plus. » Laurent acquiesça, sachant qu'elle avait raison. Mais en regardant Lazare, qui découvrait son nouvel environnement avec une curiosité teintée d'appréhension, il sut qu'il avait fait le bon choix, quelles qu'en soient les conséquences financières. Le vétérinaire, Paul Dufresne, arriva en fin d'après-midi. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, au visage buriné par les années passées à sillonner les routes de campagne. Laurent connaissait bien ce praticien qui soignait les animaux de la ferme depuis des années, et en qui il avait une confiance absolue. Paul examina Lazare minutieusement, son expression devenant de plus en plus grave au fil de l'examen. Le cheval se laissait manipuler sans résistance, comme résigné à son sort. Seul un léger frémissement de ses muscles trahissait parfois une douleur ou une appréhension. « Alors ?» demanda Laurent lorsque le vétérinaire eut terminé, rangeant ses instruments dans sa sacoche usée. Paul secoua lentement la tête. Malnutrition sévère, déshydratation, parasites internes probablement, sabots en très mauvais état. La liste est longue, Laurent, et je ne parle même pas de son âge avancé. Mais il peut s'en sortir, insista Laurent, refusant d'entendre une condamnation. Le vétérinaire soupira, passant une main dans ses cheveux grisonnants. Possible, mais ça va demander beaucoup de soins, de temps et d'argent. Et même avec tout ça, on parle d'un cheval âgé qui ne sera jamais vraiment robuste. Laurent hocha la tête, s'attendant à cette réponse. « Dis-moi ce qu'il faut faire. » Paul lui donna alors des instructions détaillées, un régime alimentaire spécifique pour le réhabituer progressivement à manger normalement, des médicaments pour traiter les parasites, des soins quotidiens pour ses sabots et son pelage. Et surtout, de la patience, conclut-il. Beaucoup de patience. Avant de partir, Paul s'attarda un moment devant Lazare, l'observant avec une curiosité professionnelle. Tu sais, malgré son état, il a quelque chose, une allure. Je me demande d'où il vient. Le maquignon a dit qu'il appartenait à un vieux qui ne pouvait plus s'en occuper, répondit Laurent. Murmura Paul, pensif. C'est étrange. La conformation de ce cheval, même dans cet état, suggère une bonne lignée. Ce n'est pas une simple bête de ferme. Ces paroles restèrent dans l'esprit de Laurent longtemps après le départ du vétérinaire. Tandis qu'il préparait la ration spéciale pour Lazare, il se demandait quel avait été le parcours de cet animal avant d'échouer au marché aux bestiaux. Les jours suivants établirent une nouvelle routine à la ferme.
Laurent se levait avant l'aube pour s'occuper de Lazare avant de vaquer à ses tâches habituelles. Il lui fallait nourrir le cheval par petites quantités plusieurs fois par jour, nettoyer soigneusement son box, lui administrer ses médicaments et le brosser longuement pour stimuler sa circulation et l'aider à se débarrasser de son vieux poil terne. Au début, Lazare réagissait à peine à ces attentions, comme si son esprit s'était retiré loin de son corps souffrant. Mais progressivement, Laurent remarqua de subtils changements. Le cheval commençait à tourner la tête à son approche, à montrer un intérêt pour la nourriture qu'il lui apportait. Parfois, Laurent lui parlait doucement pendant qu'il le brossait, lui racontant les nouvelles du jour, les difficultés de la ferme, ses espoirs et ses craintes. Dans ces moments-là, Lazare semblait l'écouter, ses oreilles orientées vers lui, son regard suivant ses mouvements. Une semaine après l'arrivée de Lazare, Claire vint trouver Laurent dans l'écurie. Elle observa en silence son frère qui changeait la litière du box, puis s'approcha du cheval avec précaution. « Il a l'air un peu mieux », admit-elle à contre-cœur. « Au moins, il se tient plus droit. » Laurent sourit, heureux que sa sœur reconnaisse les progrès, aussi modeste soit-il. Il commence à réagir quand je l'appelle par son nom aussi. Claire hocha la tête, puis hésita avant de parler. « Laurent, j'ai fait les comptes hier soir. Avec ce que tu as dépensé pour ce cheval et les revenus qu'on n'aura pas sans jument pour l'élevage, ça va être très serré pour les mois qui viennent. » Laurent s'arrêta dans sa tâche, s'appuyant sur sa fourche. Il savait que sa sœur avait raison, et la culpabilité l'envahit. Claire avait autant misé que lui sur cette ferme, y investissant ses économies après son divorce. Il avait pris une décision impulsive qui affectait leur avenir à tous les deux. « Je suis désolé, Claire. Je trouverai une solution, je te le promets. » Elle s'approcha de lui et posa une main sur son épaule. « Je sais que tu feras de ton mieux, et je comprends pourquoi tu as fait ça. C'est juste que... Parfois, j'aimerais que tu penses avec ta tête avant de suivre ton cœur. » Cette conversation poussa Laurent à chercher des moyens supplémentaires de générer des revenus. Le lendemain, il contacta plusieurs fermes des environs pour proposer ses services comme ouvrier agricole à temps partiel. C'était un travail dur qui s'ajouterait à ses journées déjà bien remplies, mais il n'avait pas le choix. Entre ses tâches quotidiennes à la ferme et son travail temporaire chez les voisins, Laurent rentrait épuisé chaque soir. Pourtant, il trouvait toujours l'énergie de passer du temps avec Lazare. Ces moments étaient devenus précieux pour lui, une sorte de rituel apaisant après des journées harassantes. Un soir, environ 2 semaines après l'arrivée du cheval, Laurent remarqua quelque chose de différent. Alors qu'il entrait dans l'écurie, Lazare hennit doucement en le voyant, un son que Laurent n'avait pas encore entendu. Ce simple accueil le toucha profondément, confirmation que le cheval commençait à s'attacher à lui autant qu'il s'était attaché à l'animal. Cette nuit-là, alors qu'il brossait le flanc de Lazare, Laurent découvrit sous le poil qui repoussait une marque qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Ce n'était pas une cicatrice comme les autres, mais semblait être un symbole délibérément marqué au fer. La forme était difficile à distinguer clairement, mais évoquait une sorte de fleur stylisée ou d'emblème. Intrigué, Laurent prit une photo avec son téléphone pour la montrer au vétérinaire lors de sa prochaine visite. Il se demandait si cette marque pourrait révéler quelque chose sur les origines de Lazare. Paul revint à la ferme le surlendemain pour évaluer les progrès du cheval. Il fut agréablement surpris par l'amélioration de l'état général de Lazare. « Tu as fait du bon travail, Laurent », dit-il avec approbation. « Il est encore loin d'être tiré d'affaire, mais c'est encourageant. » Laurent lui montra alors la marque qu'il avait découverte. Le vétérinaire l'examina attentivement, puis regarda la photo sur le téléphone de Laurent pour mieux voir les détails. « C'est intéressant », murmura-t-il. « Ce type de marquage n'est pas courant dans nos fermes locales. Ça ressemble à... Attends, laisse-moi réfléchir. » Paul sortit son propre téléphone et parcourut rapidement quelques images avant de s'arrêter sur l'une d'elles. « Regarde », dit-il en montrant l'écran à Laurent. « Ça ressemble à ceci, non ?» L'image montrait un emblème similaire, identifié comme appartenant à un haras espagnol renommé. Laurent sentit un frisson d'excitation le parcourir. « Tu penses que Lazare pourrait venir d'Espagne ?» Paul haussa les épaules. « Possible. Ou il pourrait s'agir d'un cheval issu d'une lignée espagnole élevée en France. Ce qui est certain,
c'est que ce n'est pas un simple cheval de ferme comme je le pensais au début. Cette révélation donna à Laurent encore plus de détermination pour aider Lazare à se rétablir. Si ce cheval avait effectivement un pédigree, peut-être y avait-il une histoire à découvrir, des personnes qui pourraient s'intéresser à son sort. Le vétérinaire promit de se renseigner sur cette marque auprès de ses collègues plus familiers avec les chevaux de race. En attendant, il encouragea Laurent à continuer les soins comme il l'avait fait jusqu'à présent. Cette nuit-là, après le départ de Paul, Laurent resta plus longtemps que d'habitude avec Lazare. Il lui parla de cette découverte, imaginant à voix haute quel avait pu être son parcours. « D'où viens-tu, mon vieux » murmura-t-il en caressant l'encolure du cheval. « Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu finisses dans cet état ?» Lazare le regardait de ses grands yeux sombres, comme s'il comprenait la question mais ne pouvait y répondre. Laurent soupira, conscient de l'absurdité de chercher des réponses auprès d'un animal. Pourtant, en quittant l'écurie ce soir-là, il ne pouvait s'empêcher de sentir qu'un mystère entourait ce cheval, un mystère qu'il était maintenant déterminé à élucider. Dans la maison, Claire l'attendait avec une tasse de thé fumante. Elle avait remarqué son attardement à l'écurie et l'expression pensive qu'il arborait en entrant. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle. « Paul a dit quelque chose qui t'inquiète » Laurent lui raconta la découverte de la marque et les suppositions du vétérinaire. Claire l'écouta attentivement, son scepticisme initial cédant progressivement la place à la curiosité. « Si c'est vrai, dit-elle finalement, si ce cheval a vraiment une origine prestigieuse, qu'est-ce que ça change pour nous ?» Laurent réfléchit à cette question. « Je ne sais pas encore, mais je sens que c'est important de découvrir la vérité, pas seulement pour satisfaire notre curiosité, mais aussi pour Lazare. Comprendre son passé pourrait nous aider à mieux l'aider maintenant. » Les jours suivants furent marqués par une routine à la fois épuisante et satisfaisante pour Laurent. Chaque matin, il se levait avant l'aube pour nourrir Lazare et vérifier son état, avant de s'occuper du reste de la ferme. Ensuite, il partait travailler chez les agriculteurs voisins, enchaînant les heures pour compenser les dépenses occasionnées par l'achat et les soins du vieux cheval. Le soir, peu importe sa fatigue, il passait au moins 1 heure avec Lazare, le brossant, lui parlant, observant chaque petit signe d'amélioration. Et les améliorations, bien que lentes, étaient indéniables. Le pelage de Lazare commençait à retrouver un peu de son lustre d'antan. Ses côtes saillantes se voyaient un peu moins sous sa peau. Ses yeux avaient gagné en vivacité, suivant les mouvements de Laurent avec un intérêt croissant. Parfois, lorsque Laurent entrait dans l'écurie, le cheval s'approchait de la porte de son box, tendant son museau vers lui dans un geste que Laurent interprétait comme une forme de salut. Claire, malgré ses réticences initiales, avait elle aussi commencé à s'attacher au vieux cheval. Quand Laurent était absent pour son travail temporaire, c'est elle qui veillait sur Lazare, lui apportant de l'eau fraîche ou une poignée de foin. Un soir, Laurent la surprit en train de chanter doucement au cheval en le brossant, une vieille chanson que leur mère leur chantait quand ils étaient enfants. « Je croyais que c'était une erreur d'acheter ce cheval », admit-elle lorsqu'elle remarqua la présence de son frère. Laurent sourit. « Et maintenant ?» Elle haussa les épaules, un peu embarrassée. « Je comprends pourquoi tu l'as fait. Il y a quelque chose chez lui, une sorte de dignité. Comme s'il savait qu'il mérite mieux que ce qui lui est arrivé. » Laurent acquiesça, touché par cette observation qui reflétait exactement ce qu'il avait ressenti au premier regard. « Paul n'a pas encore de nouvelles concernant la marque ?» Claire secoua la tête. « Pas encore, mais il a appelé pour dire qu'il passerait demain. Apparemment, il veut faire quelques tests supplémentaires. » Le lendemain, le vétérinaire arriva en fin de matinée, accompagné d'une jeune femme que Laurent ne connaissait pas. « Voici Émilie Berger », présenta Paul. Elle travaille à l'École nationale d'équitation de Saumur et s'intéresse particulièrement aux chevaux de race espagnole. Je lui ai parlé de notre mystérieuse amie. Émilie, une femme élancée aux cheveux bruns coupés courts, salua Laurent d'une poignée de main ferme. « Paul m'a montré la photo de la marque que vous avez trouvée. J'avoue être intrigué. » Ils se dirigèrent tous les trois vers le box de Lazare. Le cheval leva la tête à leur approche, son regard s'attardant sur la nouvelle venue. Émilie s'approcha lentement, murmurant des mots doux en espagnol. À la surprise de Laurent, Lazare tendit le cou vers elle,
ses naseaux frémissants. « Il comprend », murmura Émilie, visiblement émue. « Il reconnaît la langue. » Elle examina ensuite attentivement le cheval, s'attardant particulièrement sur la marque que Laurent avait découverte. Elle prit plusieurs photos, mesurant la taille et l'emplacement exact du symbole. Puis elle observa la conformation générale de Lazare, la forme de sa tête, l'implantation de ses oreilles, la courbure de son encolure. « C'est remarquable », dit-elle finalement. Malgré son état, on peut voir qu'il s'agit d'un cheval de pure race espagnole, probablement un Pura Raza Española. La marque correspond à celle utilisée par le haras de Los Alamos, l'un des plus prestigieux d'Andalousie. Laurent et Paul échangèrent un regard stupéfait. Comment un cheval d'un tel haras a-t-il pu finir au marché aux bestiaux de Lisieux ? Demanda Laurent. Émilie secoua la tête. C'est la question à 1000 €. Ces chevaux valent une fortune, surtout ceux issus de lignées primées comme celle-ci. Si nous pouvions identifier précisément ce cheval, comment pourrait-on faire ? Demanda Laurent de plus en plus intrigué. La plupart des chevaux de cette valeur sont pucés, expliqua Paul. Je peux vérifier ça tout de suite. Le vétérinaire sortit un lecteur électronique de sa sacoche et le passa sur l'encolure de Lazare. Après quelques tentatives, l'appareil émit un bip. Bingo, murmura Paul. Il a bien une puce d'identification. Émilie nota soigneusement le numéro affiché sur l'écran du lecteur. Je vais contacter mes collègues en Espagne. Si ce cheval est enregistré dans la base de données du Studbook espagnol, nous devrions pouvoir obtenir des informations sur son identité et son parcours. Après leur départ, Laurent resta longuement avec Lazare, troublé par ces révélations. Il caressa doucement l'encolure du cheval, sentant sous ses doigts la peau qui recouvrait les os encore trop apparents. « Qui es-tu vraiment » murmura-t-il. « Comment as-tu atterri ici, si loin de chez toi ?» Le cheval le regarda de ses grands yeux sombres, comme s'il comprenait la question mais ne pouvait y répondre. Laurent soupira, se demandant quelle histoire tragique se cachait derrière la présence de ce noble animal dans ce petit coin de Normandie. Le soir, en rentrant à la maison, Laurent raconta à Claire les découvertes de la journée. Sa sœur l'écouta avec une attention croissante, ses yeux s'écarquillant à mesure que le récit avançait. « Un cheval de pure race espagnole », murmura-t-elle, incrédule. « Mais alors, il vaut… » « Probablement beaucoup plus que ce que j'ai payé », confirma Laurent. « Mais ce n'est pas la question. Je ne l'ai pas acheté pour sa valeur. » Claire l'observa un moment en silence. « Qu'est-ce que tu comptes faire s'il retrouve ses propriétaires d'origine ?» Laurent n'avait pas encore envisagé cette possibilité. L'idée de devoir se séparer de Lazare lui serra le cœur, mais il savait que si le cheval avait été volé ou perdu, il avait une obligation morale de le rendre à ses légitimes propriétaires. « Je ferai ce qui est juste », répondit-il simplement. Les jours suivants furent particulièrement difficiles pour Laurent. L'incertitude concernant l'avenir de Lazare pesait sur lui, même s'il s'efforçait de ne pas le montrer. Il continuait à prodiguer les meilleurs soins possibles au cheval, observant avec satisfaction ses progrès constants. Lazare semblait plus alerte chaque jour, réagissant désormais à son nom et hennissant doucement lorsque Laurent entrait dans l'écurie. Une semaine après la visite d'Émilie, Paul appela pour annoncer qu'il avait des nouvelles. Il proposa de passer à la ferme le lendemain pour en discuter en personne. Cette nuit-là, Laurent dormit mal, tourmenté par l'anticipation de ce qu'il allait apprendre. Le vétérinaire arriva le matin suivant, son expression indéchiffrable. Il accepta la tasse de café que Claire lui offrit et s'assit à la table de la cuisine, sortant une chemise de documents de sa sacoche. « Émilie a réussi à identifier votre cheval », commença-t-il. « Et l'histoire est inhabituelle, pour dire le moins. » Laurent sentit son cœur s'accélérer. « Qu'avez-vous découvert ?» Paul étala plusieurs photos sur la table. L'une d'elles montrait un magnifique étalon noir dans une arène, monté par un cavalier en costume traditionnel espagnol. Malgré les années et l'état physique actuel de Lazare, Laurent reconnut immédiatement les yeux et l'expression du cheval. Son nom d'origine est Diamante Negro, expliqua Paul. Il était l'un des étalons les plus primés du haras de Los Alamos, spécialisé dans les exhibitions de dressage haute école. Cette photo date d'il y a 7 ans, lors d'un spectacle à Jerez de la Frontera. Laurent observa l'image, fasciné par la transformation. Sur la photo,
Diamante Negro était au sommet de sa gloire, sa robe noire brillante comme du satin, ses muscles puissants visibles sous sa peau, sa posture fière et majestueuse. « Que lui est-il arrivé ?» demanda Claire, qui s'était approchée pour examiner les photos. Paul soupira. C'est là que l'histoire devient compliquée. Selon les registres, Diamante Negro a été vendu il y a 5 ans à un riche industriel français, passionné de chevaux espagnols. Cet homme, Jean-Philippe Moreau, possédait une propriété dans le sud de la France où il collectionnait des chevaux de race. Mais il est décédé il y a 2 ans dans un accident de voiture. Et ensuite, pressa Laurent, sentant qu'ils approchèrent du cœur du mystère. Après sa mort, ses biens ont été gérés par son fils unique, Olivier Moreau. Apparemment, celui-ci n'avait pas la même passion pour les chevaux. Il a vendu la propriété et dispersé la collection équine de son père. Diamante Negro a disparu des registres à ce moment-là. Laurent fronça les sourcils. Disparu? Comment est-ce possible? Il y a un marché gris pour ces chevaux de valeur, expliqua Paul. Des ventes non déclarées, des transferts de propriétés non enregistrés. C'est illégal, bien sûr, mais difficile à contrôler. Notre hypothèse est que Diamante Negro a été vendu sans paperasse officielle, puis a changé de main plusieurs fois avant d'échouer, pour une raison ou une autre, chez le vieil homme dont Bouvier l'a récupéré. Laurent assimila ces informations, troublé par le parcours chaotique du noble animal. De star des arènes andalouses à cheval mourant dans un obscur marché normand, la chute était vertigineuse. « Y a-t-il des propriétaires légitimes qui le recherchent ?» demanda-t-il finalement, formulant la question qui le préoccupait le plus. Paul secoua la tête. « Pas à notre connaissance. Le haras de Los Alamos a confirmé la vente à Jean-Philippe Moreau, et la succession de celui-ci considère tous ses chevaux comme légalement vendus. Techniquement, Lazare, ou plutôt Diamante Negro, est à vous maintenant. » Laurent sentit un immense soulagement le traverser, immédiatement suivi d'une vague de détermination renouvelée. « Alors nous allons le ramener à sa gloire d'antan, » déclara-t-il, ou du moins lui offrir une retraite digne de son rang. La nouvelle de la véritable identité de Lazare se répandit rapidement dans le petit village. Les voisins, d'abord moqueurs lorsque Laurent avait ramené ce cheval décharné, venaient maintenant à la ferme sous divers prétextes, espérant apercevoir l'ancien champion déchu. Laurent accueillait ces visites avec une politesse distante, protégeant Lazare de la curiosité excessive. Le cheval, bien que plus fort chaque jour, restait fragile, tant physiquement qu'émotionnellement. Émilie Berger, quant à elle, était devenue une visiteuse régulière. Fascinée par l'histoire de Diamante Negro, elle avait proposé son expertise pour aider à sa réhabilitation. Son expérience avec les chevaux espagnols s'avérait précieuse, et Laurent appréciait ses conseils sur la nutrition, l'exercice et les soins spécifiques adaptés à cette race. Il a dû recevoir une formation de haut niveau, expliqua Émilie un après-midi, alors qu'elle observait Lazare se déplacer dans le petit paddock que Laurent avait aménagé près de l'écurie. Regarde comment il se tient, même dans son état actuel. Cette élégance, cette conscience de son corps, ça ne s'oublie pas, même après des années de négligence. Laurent, appuyé contre la clôture à ses côtés, hocha la tête. Il avait lui aussi remarqué ces détails. La façon dont Lazare relevait parfois la tête dans un mouvement qui évoquait sa grandeur passée, ou comment ses pas semblaient suivre un rythme invisible, comme s'il se souvenait d'une musique que lui seul pouvait entendre. « Penses-tu qu'il pourrait un jour être monté à nouveau ?» demanda Laurent, hésitant. L'idée de voir Lazare retrouver ne serait-ce qu'une fraction de ses anciennes capacités le fascinait, mais il craignait que ce ne soit trop demandé à ce corps vieillissant et maltraité. Émilie réfléchit un moment avant de répondre. « Peut-être. Pas pour des performances comme celles qu'il a pu donner autrefois, bien sûr. Mais une monte légère, pour le plaisir et l'exercice, c'est envisageable, avec le temps et les bons soins. Ses chevaux sont robustes, et celui-ci semble avoir une volonté de vivre exceptionnelle. » Ces paroles donnèrent à Laurent un nouvel objectif. Jusqu'à présent, il s'était concentré sur la survie et le rétablissement physique de Lazare. Maintenant, il pouvait envisager une véritable renaissance, un retour à une vie active, même modeste. Avec l'aide d'Émilie, il élabora un programme de réhabilitation progressive. D'abord,
De simples promenades en main autour de la ferme pour habituer Lazare à l'exercice et renforcer ses muscles affaiblis. Puis, graduellement, des exercices plus spécifiques, inspirés du travail à pied traditionnel espagnol. Claire, de son côté, avait pleinement embrassé le projet. Elle avait toujours été douée pour les recherches et passait maintenant des heures sur Internet, découvrant tout ce qu'elle pouvait sur l'histoire de Diamante Negro. Elle avait créé un album avec des articles de presse, des photos de compétition, des listes de prix remportés. « Regarde », dit-elle un soir à Laurent, lui montrant une vidéo sur sa tablette. C'est lui à la Feria de Séville, il y a 8 ans. Laurent resta hypnotisé devant les images. Diamante Negro, dans toute sa splendeur, exécutait des figures de haute école avec une grâce et une puissance stupéfiantes. Son cavalier, un homme d'âge mûr au visage sévère, semblait à peine le diriger, tant la communion entre l'homme et l'animal était parfaite. C'était Antonio Mendes, expliqua Claire, l'un des maîtres de l'école espagnole. Il a été le dresseur principal de Diamante Negro pendant des années, avant la vente à Moreau. Laurent sentit une bouffée d'émotion l'envahir. Le contraste entre ce qu'avait été Lazare et ce qu'il était devenu était presque insupportable. Et pourtant, dans ce box à quelques mètres de là, le même animal respirait, mangeait, vivait. Quelque part en lui, la mémoire de cette grandeur subsistait. « Je me demande s'il se souvient », murmura Laurent, « s'il sait ce qu'il a perdu. » Claire posa une main sur son bras. « Peut-être que ce qui compte, c'est ce qu'il a trouvé ici. Une seconde chance. » Les jours passèrent, rythmés par les soins à Lazare et les travaux habituels de la ferme. Le cheval progressait de façon constante, retrouvant peu à peu force et vitalité. Son pelage, autrefois terne et hirsute, devenait plus lisse et brillant. Ses yeux avaient retrouvé leur éclat, vigilants et expressifs. Un matin, alors que Laurent s'apprêtait à sortir Lazare pour sa promenade quotidienne, il fut surpris par une voiture inconnue qui s'engageait dans l'allée de la ferme. Un homme en descendit, grand, élégamment vêtu, le visage encadré d'une barbe poivre et sel parfaitement taillée. Il s'approcha d'un pas assuré, scrutant les alentours avec une curiosité non dissimulée. « Monsieur Mercier ?» demanda-t-il en tendant la main. « Je suis Olivier Moreau. On m'a dit que vous aviez quelque chose qui m'appartient. » Laurent sentit son sang se glacer. Olivier Moreau, le fils de Jean-Philippe, l'homme qui avait laissé disparaître Diamante Negro dans le circuit obscur des ventes non déclarées. Que venait-il faire ici? Et que voulait-il dire par « quelque chose qui m'appartient » ? « Je ne vois pas de quoi vous parlez, » répondit Laurent, délibérément vague, ne serrant pas la main tendue. Moreau sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Allons, ne jouons pas à ce jeu. Je parle du cheval espagnol, bien sûr. Diamante Negro. J'ai appris récemment que vous l'aviez acquis. » Laurent fronça les sourcils. « Vous êtes mal informé. J'ai acheté ce cheval légalement au marché aux bestiaux de Lisieux. S'il s'agit bien de l'animal que vous mentionnez, il a été vendu plusieurs fois depuis qu'il a quitté votre propriété, selon mes informations. » Moreau balaya l'objection d'un geste de la main. « Des détails administratifs. Le fait est que ce cheval faisait partie de la succession de mon père, et je n'ai jamais autorisé sa vente définitive. Il y a eu un malentendu avec le gérant qui s'occupait des écuries après le décès de mon père. » Laurent sentit la colère monter en lui. Cet homme, qui avait laissé un animal de valeur être maltraité et négligé au point de frôler la mort, osait venir réclamer des droits sur lui. « Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous et votre gérant, » dit-il d'une voix ferme. « Mais je sais une chose. Quand j'ai trouvé ce cheval, il était mourant. Malnutrition, déshydratation, parasites. Il a fallu des semaines de soins intensifs pour le ramener à la vie. Où étiez-vous pendant ce temps ?» Le visage de Moreau se durcit. « Je n'ai pas à me justifier auprès de vous. Je suis venu récupérer mon bien, c'est tout. Je suis prêt à vous rembourser ce que vous avez dépensé, bien entendu. » Laurent secoua la tête. « Ce n'est pas si simple. Lazare, c'est ainsi que je l'appelle maintenant, n'est pas un objet qu'on peut acheter et vendre à sa guise. C'est un être vivant qui a souffert. Et légalement, il m'appartient désormais. » Moreau plissa les yeux. « Vous n'avez pas idée de qui je suis, n'est-ce pas? Je pourrais vous ensevelir sous les procédures judiciaires.
vous n'avez pas les moyens de vous battre contre moi. » Avant que Laurent ne puisse répondre, Claire sortit de la maison, attirée par l'échange de voix tendues. Elle s'approcha rapidement, son regard passant de son frère au visiteur. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle. Laurent lui présenta brièvement la situation. Le visage de Claire se ferma à mesure qu'elle comprenait les intentions de Moreau. « Vous prétendez que Diamante Negro vous appartient encore, » dit-elle. « Mais avez-vous des preuves, des documents officiels de propriété, des enregistrements au studbook qui n'auraient pas été transférés ?» Moreau parut momentanément désarçonné par cette intervention directe. « Comme je l'expliquais à votre frère, il y a eu un malentendu. Certaines ventes n'ont pas été correctement documentées, mais cela ne change rien au fond du problème. » Claire croisa les bras. « Au contraire, ça change tout. Sans preuve légale de propriété, votre réclamation n'a aucune valeur. Et même si vous parveniez à prouver que ce cheval était à vous, il y aurait la question de l'abandon et de la négligence à considérer. » Moreau sembla mesurer du regard cette femme qui osait lui tenir tête. Puis son attention fut attirée par un mouvement derrière Laurent. Lazare était sorti de l'écurie et se tenait immobile, observant la scène de ses grands yeux sombres. Quelque chose passa sur le visage de Moreau, surprise peut-être, ou un éclair de reconnaissance. Il fit un pas vers le cheval, mais Laurent s'interposa. « Je vous suggère de partir maintenant, » dit-il d'un ton qui ne souffrait aucune réplique. « Si vous avez des réclamations à faire, adressez-les à mon avocat. » C'était du bluff. Laurent n'avait pas d'avocat et pouvait difficilement se permettre d'en engager un, mais Moreau sembla hésiter. Finalement, il recula vers sa voiture. « Ce n'est pas terminé, » lança-t-il avant de monter dans son véhicule. « Vous aurez de mes nouvelles. » Ils regardèrent la voiture s'éloigner dans un nuage de poussière. Dès qu'elle eut disparu, Laurent se tourna vers sa sœur. « Tu as été formidable, » dit-il avec un sourire reconnaissant. Claire haussa les épaules, mais un léger sourire étirait ses lèvres. « Il fallait bien que mes années d'études de droit servent à quelque chose, même si je n'ai jamais passé l'examen du barreau. » Lazare s'était approché d'eux et poussait doucement l'épaule de Laurent de son museau, comme pour réclamer l'attention qui lui était due. Laurent lui caressa l'encolure, pensif. « Tu crois qu'il pourrait vraiment nous créer des problèmes ?» demanda-t-il à sa sœur. Claire soupira. « Je ne sais pas. Légalement, notre position est solide. Tu as acheté Lazare de bonne foi et toutes les transactions semblent avoir été légitimes, même si elles n'ont pas toutes été correctement documentées. Mais Moreau a visiblement de l'argent et des relations. Ce genre de personnes trouve parfois des moyens de contourner la loi. » Laurent hocha la tête, comprenant les implications. « Nous devons être prudents, alors. Et peut-être chercher un soutien juridique, au cas où, » ajouta Claire. « Je vais voir si mon ancien professeur de droit pourrait nous conseiller. » Cette nuit-là, Laurent eut du mal à trouver le sommeil. L'apparition soudaine de Moreau avait introduit un élément d'incertitude dans ce qui commençait à ressembler à une belle histoire de rédemption. Il se retournait dans son lit, imaginant des scénarios où Lazare lui serait arraché, retournant à une vie de négligence ou pire. Finalement, n'y tenant plus, il se leva et s'habilla dans l'obscurité. La lune était presque pleine, baignant la campagne d'une lueur argentée. Laurent traversa la cour jusqu'à l'écurie, guidé par cette clarté pâle. Lazare ne dormait pas. Il se tenait debout dans son box, les oreilles dressées, comme s'il avait senti l'approche de Laurent. Celui-ci lui parla doucement, lui promettant une protection qu'il n'était pas sûr de pouvoir garantir. Le cheval semblait comprendre, son regard attentif fixé sur le visage de l'homme. « Je ne te laisserai pas partir, » murmura Laurent, sa main caressant le front du cheval. « Pas après tout ce que nous avons traversé ensemble. » Comme en réponse, Lazare appuya délicatement sa tête contre la poitrine de Laurent, dans un geste de confiance qui serra le cœur de l'homme. Dans ce moment de communion silencieuse, Laurent sut avec certitude qu'il se battrait de toutes ses forces pour protéger cet animal qui lui avait été confié par le destin. Le lendemain matin, Laurent appela Paul Dufresne pour l'informer de la visite de Moreau. Le vétérinaire l'écouta attentivement avant de pousser un long soupir. « Je craignais quelque chose comme ça, » admit-il. « Quand on parle d'un cheval de cette valeur, l'argent fait souvent ressortir le pire chez les gens. Mais ne t'inquiète pas trop.
Comme l'a dit Claire, légalement, tu es dans ton droit. Tu connais ce Moreau? Demanda Laurent. Pas personnellement, mais j'en ai entendu parler. C'est un homme d'affaires, dans l'immobilier je crois. Rien à voir avec le monde équestre, contrairement à son père. D'après ce que je sais, il a liquidé la collection de chevaux de Jean-Philippe uniquement pour l'argent, sans se soucier de leur bien-être ou de leur valeur historique. Cette confirmation du caractère de Moreau ne fit que renforcer la détermination de Laurent. « Je ne lui rendrai pas Lazare », déclara-t-il fermement. « Pas après tout ce qu'il a traversé. »« Je comprends », dit Paul. « Et je te soutiendrai si cela devient nécessaire. Je peux témoigner de l'état dans lequel se trouvait le cheval quand tu l'as recueilli, et de la négligence dont il a été victime. » Après cet appel, Laurent se sentit un peu rassuré. Il décida de continuer comme si la menace n'existait pas, se concentrant sur les progrès de Lazare plutôt que sur les machinations potentielles de Moreau. Dans les jours qui suivirent, Laurent remarqua une intensification de l'intérêt local pour Lazare. Des inconnus passaient lentement en voiture devant la ferme, certains s'arrêtant même pour demander s'ils pouvaient voir le cheval espagnol. Laurent refusait poliment mais fermement, protégeant Lazare de cette curiosité invasive. Claire, pendant ce temps, avait contacté son ancien professeur de droit, qui avait accepté de les conseiller pro bono. Il avait suggéré de rassembler toute la documentation possible sur l'achat de Lazare et son état au moment de l'acquisition, ainsi que des preuves des soins prodigués depuis. Plus nous aurons de preuves de ton engagement envers le bien-être de Lazare, plus notre position sera forte si Moreau tente quelque chose par voie légale, expliqua Claire à son frère. Laurent suivit ce conseil, compilant méticuleusement tous les reçus, les notes du vétérinaire, et même un journal quotidien des soins et des progrès de Lazare. Il prit également des photos régulières pour documenter l'amélioration de l'état physique du cheval. Une semaine après la visite de Moreau, Émilie vint comme d'habitude pour aider Laurent avec l'entraînement de Lazare. Elle avait été informée de la situation et partageait l'inquiétude de Laurent. « J'ai parlé à certains de mes contacts en Espagne, » dit-elle alors qu'ils marchaient ensemble, Lazare les suivant docilement au bout d'une longe. Ils se souviennent bien de Diamante Negro. Apparemment, sa disparition du circuit avait causé pas mal de remous à l'époque. Beaucoup pensaient qu'il avait été vendu à un haras concurrent qui le gardait caché. « Et maintenant, que pense-t-il » demanda Laurent. Émilie sourit. « Ils sont ravis d'apprendre qu'il est vivant et en voie de rétablissement. Certains ont même proposé de témoigner en ta faveur si nécessaire, pour confirmer la valeur du cheval et l'importance de ta démarche pour le sauver. » Cette nouvelle toucha Laurent. L'idée que des experts reconnus du monde équestre espagnol soutiennent sa cause était réconfortante. Peut-être Moreau y réfléchirait-il à 2 fois avant de s'engager dans une bataille juridique qui pourrait attirer l'attention internationale sur sa négligence. Ils continuèrent leur promenade, s'éloignant un peu plus que d'habitude de la ferme. Lazare semblait apprécier cette excursion, ses oreilles dressées avec curiosité, son pas plus énergique. Il s'arrêtait parfois pour brouter l'herbe fraîche du chemin, un comportement normal qui réjouissait Laurent. « Je pense qu'il est prêt pour la prochaine étape », dit Émilie en observant le cheval. « Nous pourrions commencer un travail plus spécifique, peut-être même envisager une monte légère dans quelques semaines. » Laurent hocha la tête, enthousiasmé par cette perspective. « J'ai trouvé une vieille selle espagnole dans une brocante le week-end dernier. Elle a besoin d'être restaurée, mais elle pourrait convenir. » Ils discutèrent des détails de ce nouveau programme d'entraînement, tout en revenant vers la ferme. Au loin, Laurent aperçut une voiture qu'il ne reconnaissait pas, garée près de la maison. Son cœur se serra, craignant le retour de Moreau. Mais en s'approchant, il réalisa qu'il s'agissait d'un véhicule différent, plus modeste. Un homme âgé se tenait près de la porte d'entrée, en conversation avec Claire. En voyant Laurent approcher avec Lazare, l'inconnu se figea, comme frappé par la foudre. « Dios mio » murmura-t-il, assez fort pour que Laurent l'entende. « C'est vraiment lui. » Laurent échangea un regard interrogateur avec Émilie, qui semblait aussi surprise que lui. Ils s'avancèrent vers l'homme, qui ne quittait pas Lazare des yeux. « Bonjour » dit Laurent avec prudence. « Je peux vous aider ?» L'homme se tourna vers lui, des larmes brillant dans ses yeux. « Je m'appelle Antonio Mendez » dit-il avec un fort accent espagnol. « J'étais le dresseur de Diamante Negro pendant de nombreuses années. »
Laurent sentit un frisson le parcourir. Antonio Mendez, le maître écuyer que Claire avait identifié dans les vidéos, celui qui avait façonné la carrière de Diamante Negro, se tenait devant lui. « Monsieur Mendez », dit-il avec respect, tendant la main. « C'est un honneur de vous rencontrer. Comment avez-vous su que Lazare était ici ?» L'Espagnol serra sa main avec émotion. « Une amie, Émilie Berger, m'a contacté. Je suis en France pour un séminaire et j'ai fait un détour pour voir de mes propres yeux si c'était vraiment lui. » Il se tourna vers Émilie avec un sourire reconnaissant. « Merci de m'avoir prévenu, ma chère. » Émilie hocha la tête, un peu embarrassée. « Je pensais que vous pourriez nous aider, et que cela vous ferait plaisir de le revoir. » Mendez s'approcha lentement de Lazare, murmurant des mots doux en espagnol. Le cheval dressa les oreilles, puis, à la stupéfaction de Laurent, s'avança de lui-même vers son ancien dresseur, tendant son museau comme pour le renifler. « Il se souvient de moi », murmura Mendez, caressant doucement l'encolure du cheval. Après toutes ces années, il se souvient. Laurent observa cette réunion avec émotion. Il y avait quelque chose de profondément touchant dans cette reconnaissance mutuelle, dans ce lien qui avait survécu aux années et aux épreuves. Ils conduisirent Lazare à l'écurie, où Mendez l'examina attentivement, notant à la fois les séquelles de sa période de négligence et les signes de son rétablissement en cours. « Vous avez fait un travail remarquable », dit-il finalement à Laurent. « Quand Émilie m'a raconté dans quel état vous l'aviez trouvé, j'ai eu du mal à le croire. C'était comme apprendre qu'un vieil ami était mourant. » Laurent sentit un mélange de fierté et d'humilité devant ce compliment. « J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait », dit-il modestement. Mendez secoua la tête. « Non, pas n'importe qui. La plupart des gens auraient en vue un vieux cheval sans valeur. Vous avez vu sa dignité, sa noblesse, même sous la misère. C'est un don rare. » Ils passèrent l'après-midi ensemble, Mendez partageant des histoires sur les années glorieuses de Diamante Negro. Il raconta comment le poulain, dès son plus jeune âge, avait montré un talent exceptionnel, une compréhension intuitive des mouvements de haute école que d'autres chevaux mettaient des années à maîtriser. « Il était spécial », dit Mendez, ses yeux brillants de nostalgie. Pas seulement pour son talent, mais pour son caractère. Généreux, intelligent, toujours désireux de plaire. Les meilleurs chevaux sont comme ça, vous savez. Ils donnent leur cœur entier à ce qu'ils font. Laurent écoutait, fasciné par ces récits qui donnaient vie au passé glorieux de Lazare. Il comprenait mieux maintenant certains comportements du cheval, certains de ses réflexes qui semblaient surgir d'une mémoire musculaire profondément ancrée. Quand Jean-Philippe Moreau l'a acheté, continua Mendez, son expression s'assombrissant légèrement, j'étais déchiré. D'un côté, Moreau était un passionné qui appréciait la valeur de Diamante Negro. De l'autre, cela signifiait que je ne verrais plus mon cheval préféré tous les jours. « Vous l'avez revu après la vente ?» demanda Laurent. Mendez hocha la tête. « Quelquefois. Moreau m'invitait occasionnellement à sa propriété pour des séances d'entraînement. Diamante Negro était bien traité, logé dans des installations luxueuses. Mais quand Moreau est mort, il s'interrompit, secouant la tête avec tristesse. J'ai essayé de contacter son fils pour proposer de racheter Diamante Negro, ou au moins de l'aider à lui trouver un bon foyer. Mais il n'a jamais répondu à mes messages. » Laurent sentit la colère monter en lui à nouveau envers Olivier Moreau. Il est venu ici récemment, prétendant que Lazare lui appartient toujours. Mendez fronça les sourcils. « Vraiment ? Après tout ce temps ? Quelle hypocrisie !»« C'est ce que nous avons pensé aussi, » intervint Claire. « Mais il semblait déterminé. Nous craignons qu'il ne tente une action en justice. »« Il n'osera pas, » affirma Mendez avec conviction. « Pas si je m'implique. J'ai des contacts dans le monde équestre, et l'histoire d'un cheval champion abandonné puis sauvé de justesse ferait très mauvaise presse pour un homme comme Moreau. » Cette assurance renforça encore le moral de Laurent. Avoir Antonio Mendez de son côté changeait considérablement la donne. Avant de partir, Mendez demanda s'il pouvait revenir le lendemain pour travailler un peu avec Lazare. « Rien d'exigeant, » précisa-t-il. « Juste quelques exercices pour voir ce dont il se souvient, et peut-être vous donner des conseils pour la suite. » Laurent accepta avec enthousiasme. L'idée de voir Lazare travailler par son ancien maître était excitante.
Cette nuit-là, en discutant avec Claire autour d'un thé, Laurent se sentit plus optimiste qu'il ne l'avait été depuis la visite de Moreau. « Tu crois que Mendes pourrait vraiment faire reculer Moreau ?» demanda-t-il. Claire réfléchit un moment. « Je pense que oui. La menace d'une exposition publique est souvent plus efficace qu'une bataille juridique, surtout pour quelqu'un qui tient à son image. Et puis, Mendes a l'air d'avoir de l'influence dans le milieu équestre. » Laurent acquiesça, rassuré. « C'est incroyable quand on y pense. Il y a quelques semaines, Lazare n'était qu'un vieux cheval mourant que j'ai acheté par pitié. Maintenant, il est au centre d'une histoire qui implique des champions internationaux et des hommes d'affaires influents. » Claire sourit. La vie réserve parfois des surprises. Mais au fond, l'essentiel n'a pas changé. Tu as sauvé un animal qui avait besoin d'aide, et maintenant tu te bats pour le protéger. Le reste, ce sont juste des détails. Laurent médita ces paroles, reconnaissant la sagesse de sa sœur. Quelles que soient les complications qui surgissaient, son engagement envers Lazare restait simple et inébranlable, offrir à ce noble animal la fin de vie paisible et digne qu'il méritait. Le lendemain matin s'annonça avec une luminosité particulière, un de ces jours de printemps où l'air semble chargé de promesses. Laurent se leva plus tôt que d'habitude, impatient de voir Antonio Mendes travailler avec Lazare. Il prépara soigneusement le petit paddock, ratissant le sol pour éliminer les pierres et les inégalités qui pourraient gêner le cheval. Claire, elle aussi éveillée de bonne heure, l'observait avec un sourire amusé tandis qu'il s'affairait, vérifiant et revérifiant chaque détail. « On dirait que tu prépares une visite royale », plaisanta-t-elle en lui tendant une tasse de café fumant. Laurent accepta la boisson avec gratitude. « C'est un peu ça, non ? Mendes est une légende dans son domaine, et Lazare était un roi dans sa vie antérieure. » Ils déjeunèrent rapidement, puis Laurent alla nourrir Lazare et lui donner un brossage méticuleux. Le cheval semblait sentir l'importance de la journée, se tenant plus droit, les oreilles attentives au moindre bruit extérieur. Mendes arriva peu après 9 heures, accompagné d'Émilie. Il avait apporté quelques équipements dans un sac, une longue cravache spéciale pour le travail à pied, un licol de dressage finement ouvragé et divers accessoires que Laurent ne reconnaissait pas. « Bonjour, Diamante », dit l'Espagnol en s'approchant du box, utilisant le diminutif affectueux du nom d'origine du cheval. « Prêt à te souvenir du bon vieux temps ?» Lazare répondit par un léger hennissement, comme s'il comprenait parfaitement la question. Mendes sourit, visiblement ému par cette réaction. Ils conduisirent Lazare au paddock, où Mendes commença par de simples exercices d'échauffement. Il le faisait marcher en cercle, d'abord au pas puis au petit trot, utilisant des signaux vocaux et de légères indications avec sa cravache. Laurent, Claire et Émilie observaient depuis la barrière, fascinés par la communication subtile qui s'établissait entre l'homme et le cheval. « Regardez comme il est attentif », murmura Émilie. « Il n'a rien oublié de son éducation. » En effet, Lazare suivait les indications de Mendes avec une précision étonnante, tournant, s'arrêtant, reprenant sa marche sur de simples commandes vocales. Après cette phase d'échauffement, Mendes passa à des exercices plus spécifiques, demandant au cheval d'exécuter des figures simples de dressage, des demi-voltes, des changements de direction, des transitions fluides entre les différentes allures. « C'est incroyable », souffla Claire. « On dirait qu'ils dansent ensemble. » Laurent ne pouvait qu'acquiescer, la gorge serrée par l'émotion. Voir Lazare, ce cheval qu'il avait recueilli mourant, exécuter ses mouvements avec grâce et précision était presque irréel. Bien sûr, l'animal était loin d'avoir retrouvé toute sa force et son éclat d'antan, mais la noblesse de ses mouvements, la concentration dans son regard, témoignaient de sa classe exceptionnelle. Après environ 20 minutes, Mendes fit une pause, permettant à Lazare de se reposer. Il s'approcha de la barrière, le visage rayonnant. « Il est extraordinaire », dit-il avec émerveillement. Après tout ce qu'il a traversé, sa mémoire musculaire est intacte. Ce n'est pas seulement une question de talent inné, c'est le fruit d'années d'entraînement rigoureux. « Vous pensez qu'il pourrait retrouver une partie de ses capacités ?» demanda Laurent. Mendes réfléchit avant de répondre. « Pas au niveau de compétition qu'il avait autrefois, bien sûr. Son corps a subi trop d'épreuves, et l'âge est là. Mais il pourrait certainement retrouver assez de forme pour faire des démonstrations légères,
peut-être même pour être monté occasionnellement. Cette perspective enchantait Laurent. Il n'avait jamais envisagé que Lazare puisse un jour retrouver ne serait-ce qu'un écho de sa gloire passée. L'idée de le voir effectuer des figures de dressage, même simplifiées, lui semblait miraculeuse. Après cette pause, Mendes reprit le travail, cette fois avec des exercices plus complexes. Il demandait maintenant à Lazare d'exécuter des mouvements latéraux, des appuyés et même des ébauches de passage, cette allure relevée et cadencée caractéristique du dressage de haut niveau. À la grande surprise de tous, Lazare répondait avec une précision croissante, comme si chaque exercice réveillait en lui des souvenirs enfouis. Ses mouvements devenaient plus fluides, plus assurés, son expression plus concentrée. « Il aime ça », remarqua Émilie. Regardez comme ses oreilles sont pointées vers Mendes, comme il est attentif à chaque signal. Laurent observait, émerveillé. Ce n'était plus le cheval abattu et résigné qu'il avait recueilli, mais un athlète qui redécouvrait sa vocation. Même si ses côtes étaient encore visibles et que son souffle devenait court après chaque série d'exercices, la transformation était saisissante. La séance dura environ 1 heure au total, Mendes veillant à ne pas surmener Lazare. Quand il estima que c'était suffisant, il ramena le cheval au centre du paddock et le félicita chaleureusement, caressant son encolure et lui parlant doucement en espagnol. Laurent s'approcha, ému par ce qu'il venait de voir. « Merci », dit-il simplement à Mendes. C'était « je n'ai pas de mots ». L'Espagnol sourit, comprenant ce que Laurent ressentait. « C'est moi qui dois vous remercier. Sans vous, Diamante ne serait plus là pour nous montrer sa magie. » Ils ramenèrent Lazare à l'écurie, où Laurent lui prodigua les soins post-exercice qu'Émilie lui avait enseignés. Vérification des jambes, léger massage des muscles, douche tiède pour le rafraîchir. Le cheval semblait apaisé, presque heureux, ses yeux plus vifs que jamais. Pendant ce temps, Claire avait préparé un déjeuner simple qu'ils partagèrent tous les 4 dans la cuisine de la ferme. La conversation tournait naturellement autour de Lazare, de son passé glorieux et de son avenir qui s'annonçait maintenant sous de meilleurs auspices. « J'ai une proposition à vous faire », dit soudain Mendes, reposant son verre de vin. « Je donne un stage de dressage espagnol près d'ici le mois prochain. Ce serait merveilleux si Diamante pouvait y participer, juste pour une petite démonstration. Rien de trop exigeant, bien sûr, mais assez pour que les gens puissent voir ce qu'il était et ce qu'il peut encore être. » Laurent sentit un mélange d'excitation et d'appréhension. L'idée que Lazare soit à nouveau sous les projecteurs, admiré pour son talent plutôt que pitoyable dans sa déchéance, était séduisante. Mais n'était-ce pas trop tôt? Le cheval était-il prêt physiquement et émotionnellement pour une telle exposition? Je ne sais pas, dit-il avec hésitation. Ne serait-ce pas trop stressant pour lui? Mendes hocha la tête, comprenant ses réserves. C'est une préoccupation légitime. Mais les chevaux, comme Diamante, sont des artistes dans l'âme. Ils aiment montrer ce qu'ils savent faire, sentir l'admiration du public. Et ce serait une façon de célébrer sa renaissance, de transformer son histoire de souffrance en un récit de résilience et d'espoir. Émilie intervint, son visage animé par l'enthousiasme. « Je pense que ce serait merveilleux, Laurent. Et d'un point de vue pratique, cela rendrait beaucoup plus difficile pour Moreau de prétendre que Lazare n'est qu'un bien matériel qu'il peut réclamer. Une fois que le cheval aura été présenté publiquement, avec son histoire connue, l'opinion publique sera fermement de votre côté. » Claire, qui était restée silencieuse jusque-là, ajouta son point de vue. « Et puis, ce serait une reconnaissance pour toi aussi, Laurent. Une validation de tout ce que tu as fait pour lui. » Laurent réfléchit à ses arguments, pesant le pour et le contre. « Combien de temps avons-nous avant ce stage ?» demanda-t-il finalement. « 4 semaines, répondit Mendes. C'est court pour une préparation idéale, mais avec un travail régulier et adapté, je pense que c'est faisable. Je pourrais venir 2 ou 3 fois par semaine pour vous guider, vous et Diamante. Et je serai là aussi, ajouta Émilie. Entre les visites d'Antonio, je pourrai suivre le programme qu'il établira. » Face à ce soutien unanime, Laurent sentit ses réticences s'effacer. « D'accord, dit-il enfin. Essayons. Mais à la première signe que Lazare ne le supporte pas bien, nous arrêtons tout. » Mendes sourit, satisfait de cette décision. « Bien sûr. Le bien-être de Diamante passe avant tout.
Je vous propose de commencer dès demain avec un programme d'entraînement progressif. » Ils passèrent et le reste du repas à discuter des détails pratiques, les exercices à privilégier, l'alimentation à adapter pour soutenir l'effort accru, les précautions à prendre pour éviter toute blessure. Après le départ de Mendez et d'Émilie, Laurent retourna auprès de Lazare. Le cheval semblait fatigué mais content, broutant tranquillement le foin frais que Laurent avait placé dans son râtelier. « Qu'en penses-tu, mon vieux » murmura Laurent, caressant l'encolure de l'animal. « Prêt à montrer au monde que tu n'es pas fini » Lazare releva la tête, le regardant de ses grands yeux expressifs, comme s'il comprenait parfaitement la question. Laurent eut alors la certitude que cette nouvelle aventure était la bonne décision, non seulement pour lui-même, mais surtout pour ce cheval qui avait tant souffert et qui méritait de retrouver un peu de sa gloire passée. Le lendemain matin, alors que Laurent s'apprêtait à commencer la journée, une voiture inconnue s'engagea dans l'allée de la ferme. Son cœur se serra, craignant le retour de Moreau. Mais le véhicule, une berline discrète, ne ressemblait pas à la luxueuse voiture de l'homme d'affaires. Une femme en descendit, élégante mais sobre, portant un tailleur bien coupé et des lunettes à monture fine. Elle s'avança vers Laurent d'un pas assuré. « Monsieur Mercier ?» demanda-t-elle. « Je suis maître Sophie Duval, avocate. Je représente monsieur Olivier Moreau dans l'affaire du cheval Diamante Negro. » Laurent sentit son estomac se nouer. Alors Moreau était passé à l'offensive, engageant une avocate pour faire valoir ses prétendues revendications. « Je vous écoute, » dit-il, s'efforçant de garder un ton neutre. « Mon client souhaite résoudre cette situation à l'amiable, » expliqua l'avocate. « Il propose de vous racheter le cheval pour une somme substantielle, bien supérieure à ce que vous avez payé. C'est une offre généreuse, compte tenu des circonstances. » Laurent croisa les bras, sentant la colère monter en lui. Les circonstances étant que votre client a laissé ce cheval de valeur disparaître dans un circuit douteux pour finir presque mort dans un marché aux bestiaux, que j'ai dépensé des semaines de travail et d'argent pour le ramener à la santé, ces circonstances-là. Maître Duval ne se laissa pas déstabiliser. Mon client reconnaît qu'il y a eu des erreurs de gestion après le décès de son père, mais il souhaite maintenant réparer ces erreurs en offrant à Diamante Negro un environnement adapté à son statut. « Et où était-il quand ce cheval mourait de faim » rétorqua Laurent. « Pourquoi s'y intéresse-t-il soudain, maintenant que d'autres ont fait le travail difficile ?» L'avocate sortit une enveloppe de son porte-document. « Mon client m'a autorisé à vous remettre cette offre écrite. Je vous encourage à la considérer sérieusement. Si nous devions porter cette affaire devant les tribunaux, cela pourrait devenir long et coûteux pour vous. » Laurent prit l'enveloppe sans l'ouvrir. « Je la lirai. Mais je peux déjà vous dire que Lazare n'est pas à vendre. Pas à Moreau, pas à personne. »« Lazare ?» répéta l'avocate, surprise. « C'est le nom que je lui ai donné, » expliqua Laurent. « Celui qui lui convient maintenant, après être revenu d'entre les morts. » Maître Duval le regarda un moment, son expression professionnelle s'adoucissant légèrement. « Je comprends votre attachement, monsieur Mercier, mais je vous conseille néanmoins de réfléchir à cette offre. Mon client est déterminé. » Sur ces mots, elle remonta dans sa voiture et s'éloigna, laissant Laurent debout dans la cour, l'enveloppe à la main, le cœur lourd de cette nouvelle menace qui planait sur l'avenir de Lazare. Laurent rentra dans la maison, l'enveloppe de Maître Duval toujours fermée dans sa main. Claire, qui avait observé la scène depuis la fenêtre de la cuisine, l'attendait avec une expression inquiète. « Qu'est-ce qu'elle voulait ?» demanda-t-elle dès qu'il franchit le seuil. Laurent lui tendit l'enveloppe. Moreau passe à l'offensive. Il propose de racheter Lazare. Claire examina l'enveloppe sans l'ouvrir. « Tu comptes accepter ?»« Jamais, » répondit Laurent avec fermeté. « Mais je devrais au moins savoir ce qu'il offre, ne serait-ce que pour comprendre à quel point il est déterminé. » Claire acquiesça et ouvrit l'enveloppe. Elle parcourut rapidement le document qu'elle contenait, ses sourcils se haussant au fil de sa lecture. « Eh bien, » dit-elle enfin, « il ne lésine pas sur les moyens. C'est une offre très généreuse, Laurent. Bien plus que ce que vaut objectivement un cheval âgé et en convalescence, même de cette lignée. » Elle lui tendit le papier. Laurent y jeta un coup d'œil et sentit son souffle se couper. Le montant proposé par Moreau était effectivement considérable, suffisant pour renflouer les finances de la ferme
et assurer leur sécurité économique pour plusieurs années. C'est beaucoup d'argent, admit-il à contre-cœur. Oui, dit Claire doucement. Ça résoudrait la plupart de nos problèmes financiers. Ils restèrent silencieux un moment, le document posé entre eux sur la table comme un objet dérangeant dont ils ne savaient que faire. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent, n'est-ce pas? Reprit Claire, observant attentivement son frère. Laurent secoua la tête. Non. Il s'agit de ce qui est juste, de tenir une promesse, même si elle n'a jamais été formulée à voix haute. Il leva les yeux vers sa sœur. Quand j'ai acheté Lazare, je me suis engagé à lui offrir une fin de vie paisible et digne. Je ne peux pas le remettre entre les mains de l'homme qui l'a laissé sombrer dans la misère, peu importe la somme qu'il offre maintenant. Claire sourit, une lueur de fierté dans les yeux. Je savais que tu dirais ça. Et je suis d'accord. Nous trouverons d'autres moyens de nous en sortir financièrement. Laurent se sentit soulagé par ce soutien inconditionnel. Merci, Claire. Je sais que c'est aussi ta ferme, ton avenir qui est en jeu. Nous sommes une équipe, répondit-elle simplement. Et puis, je me suis attaché à ce vieux canasson, moi aussi. Laurent sourit à son tour, puis son expression redevint sérieuse. Mais nous devons nous préparer. Si Moreau est prêt à offrir tant d'argent, il ne renoncera pas facilement. L'avocate a laissé entendre qu'il pourrait porter l'affaire devant les tribunaux. Alors contactons ton ancien professeur de droit dès aujourd'hui, suggéra Claire. Et peut-être devrions-nous aussi parler à Antonio. Il a dit qu'il pourrait nous aider si Moreau tentait quelque chose. Laurent approuva cette idée. Ils décidèrent de rédiger une réponse formelle à l'offre de Moreau, déclinant poliment mais fermement sa proposition. Claire se chargea de la rédaction, veillant à utiliser un langage juridique approprié tout en restant courtoise. Pendant ce temps, Laurent appela Antonio Mendez pour l'informer des derniers développements. L'Espagnol écouta attentivement, puis promit de contacter quelques personnes influentes dans le monde équestre qui pourraient apporter leur soutien moral et peut-être même juridique à leur cause. « J'ai aussi une autre idée », ajouta Mendez. « Si Moreau veut jouer dur, nous pouvons aussi attirer l'attention des médias sur cette histoire. Un article bien placé sur le sauvetage de Diamante Negro pourrait mettre la pression publique de notre côté. » Laurent hésita. Il n'aimait pas l'idée d'exposer sa vie privée et celle de Lazare aux médias, mais il comprenait la logique de Mendez. Un homme comme Moreau, soucieux de son image publique, pourrait reculer face à la perspective d'une couverture médiatique négative. « Gardons cette option en réserve pour l'instant », suggéra-t-il. « Mais si les choses s'aggravent, nous la reconsidérerons. » Après ces appels, Laurent se rendit à l'écurie pour commencer le programme d'entraînement que Mendez avait établi pour Lazare. Le cheval l'accueillit avec un hennissement doux, maintenant habituel, qui réchauffait toujours le cœur de Laurent. « Nous avons du travail, mon vieux », lui dit-il en lui caressant l'encolure. « Il faut te préparer pour ton grand retour. » Les exercices commencèrent simplement. Des étirements pour assouplir les muscles raides, des marches en cercle pour renforcer l'équilibre, des transitions douces entre le pas et le petit trot. Lazare répondait avec une concentration admirable, comme s'il comprenait l'importance de cette préparation. À la fin de la séance, Laurent était satisfait des progrès, même minimes, qu'il pouvait observer. La démarche de Lazare semblait un peu plus fluide, son souffle plus régulier. Ce n'étaient que de petits pas, mais ils allaient dans la bonne direction. Dans les jours qui suivirent, une routine s'établit. Laurent travaillait avec Lazare chaque matin, suivant scrupuleusement le programme élaboré par Mendez. L'Espagnol venait 2 fois par semaine, apportant son expertise et ajustant les exercices en fonction des progrès du cheval. Émilie, quant à elle, passait presque quotidiennement, offrant son aide et ses encouragements. Parallèlement, Claire s'occupait de l'aspect juridique de leur situation. Elle avait obtenu une consultation avec son ancien professeur qui avait confirmé la solidité de leur position légale. L'achat de Lazare avait été effectué de bonne foi et les soins prodigués depuis constituaient une preuve tangible de leur engagement envers le bien-être de l'animal. Une semaine après la visite de Maître Duval, ils reçurent une réponse à leur refus. L'avocate de Moreau réitérait l'offre, augmentant même légèrement le montant proposé, et insistait sur la générosité de son client. Elle mentionnait également, en termes voilés mais clairs,
La possibilité d'une action en justice si un accord à l'amiable ne pouvait être trouvé. Il ne lâche pas prise, constata Claire après avoir lu la lettre. Je me demande pourquoi il est si obstiné. Ce n'est pas comme s'il avait un attachement particulier à Lazare. Laurent réfléchit à cette question qui le troublait également. Peut-être est-ce une question d'ego? Il n'aime pas l'idée que quelqu'un comme moi, un simple fermier, lui tienne tête? Ou peut-être a-t-il appris la valeur réelle de Lazare et voit une opportunité de profit, suggéra Claire. Il pourrait espérer le revendre à un prix encore plus élevé à un haras ou à un collectionneur. Cette idée dégoûtait Laurent. L'image de Lazare, à peine remis de ses épreuves, étant à nouveau traité comme une simple marchandise, lui était insupportable. Leur réflexion fut interrompue par l'arrivée d'Émilie, qui semblait particulièrement excitée ce jour-là. « J'ai une nouvelle qui pourrait vous intéresser », annonça-t-elle en entrant dans la cuisine. « J'ai parlé à un ami journaliste qui travaille pour une revue équestre. Il est très intéressé par l'histoire de Diamante Negro et aimerait faire un article. » Laurent et Claire échangèrent un regard. C'était précisément la stratégie que Mendes avait suggérée, celle qu'ils avaient décidé de garder en réserve. « Je ne sais pas », hésita Laurent. « N'est-ce pas prématuré? Nous n'avons pas encore épuisé toutes les options juridiques. » Émilie s'assit à la table, son expression devenant plus sérieuse. « Justement, c'est peut-être le moment idéal, avant que Moreau ne lance une procédure formelle. Un article bien écrit pourrait mettre l'opinion publique de notre côté et le faire réfléchir à deux fois. » Claire semblait inclinée vers cette solution. « Elle a raison, Laurent. Une fois que l'histoire sera publique, il sera plus difficile pour Moreau de poursuivre sans risquer sa réputation. » Laurent pesait toujours le pour et le contre quand son téléphone sonna. C'était Antonio Mendes. « Laurent » dit l'Espagnol sans préambule. « J'ai des nouvelles importantes. J'ai découvert pourquoi Moreau insiste tant pour récupérer Diamante Negro. » Laurent mit le téléphone en haut-parleur pour que Claire et Émilie puissent entendre. « Nous vous écoutons, Antonio. » « J'ai parlé à un ancien employé du haras de Moreau père, » expliqua Mendes. « Apparemment, peu avant sa mort, Jean-Philippe Moreau avait conclu un accord verbal avec un cheikh arabe, un grand collectionneur de chevaux espagnols. Cet homme voulait absolument Diamante Negro pour son haras, mais Jean-Philippe avait toujours refusé de le vendre. « Et maintenant » pressa Laurent, sentant qu'ils approchèrent du cœur de l'énigme. « Maintenant, ce même cheikh a renouvelé son intérêt, mais cette fois auprès du fils. Il offrirait une somme astronomique pour Diamante Negro, bien plus que ce que Moreau vous propose. C'est pour cela qu'Olivier est si déterminé à récupérer le cheval. Ce n'est pas par attachement, c'est pour conclure une vente extrêmement lucrative. » Cette révélation confirmait les soupçons de Claire. Moreau ne voyait en Lazare qu'une opportunité financière, un moyen de faire un profit considérable. Mais comment peut-il envisager de vendre un cheval dans l'état actuel de Lazare? Demanda Laurent perplexe. Même s'il se rétablit bien, il est loin d'être l'étalon puissant qu'il était autrefois. Le cheikh ne l'achèterait pas pour ses performances, expliqua Mendes, mais pour sa génétique, son pédigré. Même âgé, Diamante Negro reste un reproducteur potentiellement très précieux. Son sperme pourrait être collecté et utilisé pour l'insémination artificielle, perpétuant sa lignée exceptionnelle. Laurent sentit un frisson de dégoût le parcourir. L'idée que Lazare, après avoir tant souffert, soit à nouveau exploité uniquement pour sa valeur génétique, lui paraissait cruelle et injuste. « Cela change la donne », intervint Claire. « Si Moreau a un acheteur prêt à payer une fortune, il n'abandonnera pas facilement. »« Justement, » dit Mendes, « c'est pourquoi je pense que nous devons agir rapidement. L'idée de l'article dans la presse équestre est excellente, mais nous pourrions aller plus loin. »« Comment ça ?» demanda Laurent. « Le stage dont je vous ai parlé commence dans 3 semaines. » rappela Mendes. Si Diamante Negro y participait, même brièvement, son histoire pourrait toucher beaucoup plus de personnes. Et avec la présence de plusieurs journalistes déjà confirmés pour l'événement, nous aurions une couverture médiatique garantie. Émilie hochait vigoureusement la tête. C'est une excellente idée. Un article, c'est bien, mais voir Lazare en chair et en os, constater ses progrès après tout ce qu'il a enduré, ce serait bien plus impactant. Laurent réfléchissait intensément. Il avait déjà accepté l'idée que Lazare participe au stage, mais principalement pour le bien du cheval lui-même, pour lui offrir une forme de rédemption. L'utiliser comme outil dans leur lutte contre Moreau lui semblait problématique.
Je ne veux pas que Lazare soit soumis à un stress inutile juste pour contrer Moreau, dit-il finalement. Bien sûr, approuva Mendes. Le bien-être de Diamante passe avant tout, mais si son état le permet, sa participation pourrait servir plusieurs objectifs à la fois, sa propre réhabilitation, notre défense contre Moreau et la sensibilisation du public au sort des chevaux maltraités ou abandonnés. Mis dans cette perspective, Laurent devait admettre que l'idée avait du mérite. D'accord, concéda-t-il, mais à condition que Lazare soit prêt, physiquement et mentalement. Je ne veux pas risquer de compromettre sa santé. Naturellement, assura Mendes, nous continuerons à suivre le programme d'entraînement progressif et nous évaluerons régulièrement son état. Si à tout moment nous estimons que c'est trop pour lui, nous renoncerons. Et pour l'article, demanda Émilie. Je peux dire à mon ami journaliste de venir faire un reportage. Laurent hésita encore un instant, puis acquiesça. Oui, mais demande-lui d'être discret. Je ne veux pas que la ferme soit envahie de curieux avant que Lazare ne soit prêt pour sa présentation publique. Émilie promit de transmettre cette consigne, puis s'excusa pour aller appeler son contact immédiatement. Claire et Laurent restèrent avec Mendes au téléphone, discutant des détails pratiques de leur stratégie. « Il y a une chose que je dois vous dire », ajouta Mendes avant de raccrocher. « J'ai reçu un appel de Maître Duval ce matin. Elle cherchait à me contacter, probablement pour tenter de me convaincre de soutenir la position de Moreau. »« Et qu'avez-vous dit ?» demanda Laurent, soudain inquiet. Le rire chaleureux de Mendes résonna à travers le téléphone. « Je lui ai dit très clairement que je soutenais entièrement votre cause et que si cette affaire devait être rendue publique, je serais le premier à témoigner de la négligence dont Diamante Negro a été victime après la mort de Jean-Philippe Moreau. » Laurent sourit, reconnaissant pour ce soutien sans équivoque. « Merci, Antonio. Votre aide est inestimable. »« C'est normal, » répondit l'Espagnol. « Je le fais pour Diamante, pour vous, et pour tous les chevaux qui méritent d'être traités avec respect et dignité. » Après avoir raccroché, Laurent se sentit à la fois plus déterminé et plus anxieux. Ils entraient dans une nouvelle phase de leur lutte pour Lazare, une phase plus publique, plus exposée. Il espérait sincèrement que cette stratégie fonctionnerait, et surtout que Lazare en sortirait indemne, physiquement et émotionnellement. Le journaliste, Mathieu Lejeune, arriva 2 jours plus tard. C'était un homme d'une quarantaine d'années au regard vif et attentif, visiblement passionné par son métier. Émilie l'accompagnait, servant d'intermédiaire et de garante de sa bonne foi. « Merci de me recevoir, monsieur Mercier », dit-il en serrant la main de Laurent. L'histoire de Diamante Negro, ou Lazare comme vous l'appelez maintenant, est exactement le genre de sujet qui intéresse nos lecteurs. Un cheval champion déchu puis sauvé in extremis, c'est à la fois émouvant et inspirant. Laurent l'accueillit avec une politesse teintée de réserve. « Je comprends l'intérêt que cette histoire peut susciter. Mais j'insiste sur un point. Le bien-être de Lazare passe avant tout. »« Bien sûr, » acquiesça le jeune avec sérieux. « Je ne suis pas ici pour sensationnaliser, mais pour raconter une histoire vraie, avec ses nuances et sa complexité. » Rassuré par cette attitude, Laurent le conduisit à l'écurie où Lazare attendait, fraîchement brossé et visiblement curieux de ce nouveau visiteur. « Mon Dieu !» murmura le jeune en voyant le cheval. « Même dans cet état, on peut voir qu'il s'agit d'un animal exceptionnel. Ces lignes, cette présence... » Il s'approcha lentement, laissant Lazare s'habituer à lui, avant de tendre doucement la main. Le cheval renifla ses doigts, puis releva la tête, son regard semblant jauger cet inconnu. « Il est prudent avec les étrangers, » expliqua Laurent. « Étant donné ce qu'il a traversé, c'est compréhensible. » Le jeune hocha la tête, respectant la distance que le cheval semblait vouloir maintenir. « Pouvez-vous me raconter comment vous l'avez trouvé ?» demanda-t-il, sortant un petit carnet de sa poche. Laurent lui relata alors toute l'histoire, depuis cette matinée au marché aux bestiaux jusqu'aux récentes menaces de Moreau. Il parla avec une honnêteté brute, sans chercher à dramatiser ni à embellir les faits. Le journaliste écoutait attentivement, prenant des notes et posant occasionnellement des questions pour clarifier certains points. « Et maintenant, » conclut Laurent, « nous nous préparons pour sa participation au stage d'Antonio Mendes. Ce sera une forme de renaissance pour lui, une façon de montrer qu'il n'est pas seulement un survivant, mais aussi un artiste qui n'a rien perdu de son talent. »
C'est une histoire remarquable, dit le jeune, refermant son carnet. Et la façon dont Moreau tente de récupérer le cheval uniquement pour le revendre ajoute une dimension éthique importante. Ça soulève des questions sur notre rapport aux animaux, sur ce que signifie vraiment être propriétaire d'un être vivant. C'est exactement ça, intervint Émilie. Il ne s'agit pas juste d'un conflit entre deux hommes pour un cheval, mais d'une question plus profonde. Qu'est-ce qui prime? La valeur marchande d'un animal ou son bien-être? Le jeune acquiesça, puis demanda s'il pouvait prendre quelques photos de Lazare. Laurent accepta, à condition que le flash ne soit pas utilisé pour ne pas effrayer le cheval. Pendant que le journaliste travaillait, capturant différentes poses et expressions de Lazare, Laurent observait avec une fierté discrète. Le cheval avait indéniablement progressé. Son pelage, bien que loin encore de l'éclat noir brillant visible sur les anciennes photos, avait retrouvé une certaine vitalité. Ses côtes étaient toujours visibles, mais moins saillantes. Et surtout, son regard avait changé, passant de la résignation morne des premiers jours à une curiosité alerte, presque joyeuse. « Pourriez-vous le sortir dans le paddock ?» demanda le jeune. « J'aimerais quelques clichés en mouvement, si ce n'est pas trop lui demander. » Laurent hésita, puis accepta. « Nous ferons juste une courte séance. Il ne faut pas qu'il se fatigue trop avant l'entraînement de cet après-midi avec Antonio. » Dans le paddock, Lazare se montra plus énergique que Laurent ne l'avait anticipé. Comme s'il sentait l'importance du moment, le cheval se déplaçait avec une élégance retrouvée, sa tête haute, ses mouvements plus fluides que les jours précédents. « C'est incroyable », murmura le jeune, ne cessant de prendre des photos. « On dirait qu'il pose pour moi, qu'il comprend ce que nous faisons. » « C'est un artiste dans l'âme, » dit Laurent, répétant les mots de Mendes. « Il a toujours aimé être admiré. » Après cette séance photo, ils retournèrent à la maison où Claire avait préparé un café. Le jeune en profita pour poser quelques questions supplémentaires, notamment sur les aspects juridiques de l'affaire. « Votre position légale semble solide », commenta-t-il après avoir écouté Claire. « Mais Moreau a des ressources importantes et pourrait rendre le combat judiciaire long et coûteux. C'est pourquoi nous espérons que l'attention médiatique pourrait le dissuader, » expliqua Claire. « Un homme comme lui se soucie de son image publique. Si cette histoire devient connue, la pression sociale pourrait le faire reculer. » Le jeune acquiesça pensivement. « Mon article paraîtra dans l'édition de la semaine prochaine. Ce n'est pas un journal grand public, bien sûr, mais il est très lu dans le milieu équestre. Et les histoires comme celle-ci ont tendance à se propager rapidement, surtout à l'ère des réseaux sociaux. » Laurent sentit un mélange d'appréhension et d'espoir à cette perspective. D'un côté, l'idée que leur histoire privée soit exposée publiquement le mettait mal à l'aise. De l'autre, il comprenait que cette publicité était peut-être leur meilleure protection contre les manœuvres de Moreau. « Et pour le stage d'Antonio Mendes, » continua le jeune, « comptez sur moi pour être présent. Ce sera un excellent suivi pour l'article initial, de voir Lazare non seulement rescapé, mais aussi capable de démontrer son talent intact. » Après le départ du journaliste, Laurent se sentit étrangement soulagé. L'entretien s'était bien passé et le jeune lui avait semblé sincèrement touché par l'histoire de Lazare, plutôt que simplement à l'affût d'un scoop sensationnel. « Je pense qu'on peut lui faire confiance, » dit-il à Claire et Émilie. « Il comprend les enjeux éthiques de cette situation. »« Je suis d'accord, » approuva Émilie. « Et puis, c'est un excellent journaliste. Son article sera lu et pris au sérieux. » La suite de la journée fut consacrée à l'entraînement habituel avec Antonio Mendes. L'Espagnol était satisfait des progrès de Lazare, notant une amélioration constante dans sa condition physique et sa réactivité aux commandes. « Il récupère plus vite que je ne l'espérais », confia-t-il à Laurent. « Son corps se souvient, ses muscles retrouvent leurs anciennes habitudes. Et mentalement, il semble heureux de travailler à nouveau. » En effet, Lazare montrait un enthousiasme croissant pour les séances d'entraînement, hennissant doucement quand il voyait arriver Mendes et répondant avec empressement aux exercices proposés. « Penses-tu qu'il sera prêt pour le stage ?» demanda Laurent, toujours préoccupé par le bien-être du cheval. Mendes réfléchit un moment, avant de répondre. « Je le crois, oui. Nous ne lui demanderons rien d'excessif, juste une courte démonstration de quelques figures de base. Et nous veillerons à ce qu'il ait suffisamment de repos avant et après. » Les jours suivants furent intenses,
rythmé par les entraînements quotidiens et les préparatifs pour le stage. Laurent avait décidé de restaurer lui-même la vieille selle espagnole qu'il avait trouvée, passant ses soirées à nettoyer le cuir, à réparer les coutures, à redonner vie à cet équipement qui semblait étrangement approprié pour la renaissance de Lazare. Une semaine après la visite de Lejeune, l'article parut. Émilie apporta plusieurs exemplaires du magazine à la ferme, son visage rayonnant d'excitation. « C'est en couverture », annonça-t-elle, brandissant la revue où s'étalait une magnifique photo de Lazare, sa tête noble se détachant sur le fond vert du paddock. Laurent prit le magazine avec des mains presque tremblantes. Le titre, « Renaissance d'un champion », l'extraordinaire histoire de Diamant Negro, s'étalait en grandes lettres au-dessus de la photo. Claire se pencha par-dessus son épaule pour lire avec lui. L'article occupait 6 pages, richement illustrées de photos de Lazare dans son état actuel, mais aussi d'anciennes images de ses jours de gloire, montrant le contraste saisissant entre le champion d'autrefois et le rescapé d'aujourd'hui. Le texte était à la fois factuel et émouvant, racontant avec précision l'histoire de Diamant Negro, son parcours de champion, puis sa chute dans l'oubli et la négligence après la mort de Jean-Philippe Moreau. Lejeune décrivait sans phare l'état déplorable dans lequel Laurent avait trouvé le cheval, et les efforts acharnés déployés depuis pour le ramener à la santé. L'article mentionnait également, en termes mesurés mais clairs, les tentatives d'Olivier Moreau pour récupérer le cheval, suggérant que ses motivations étaient purement financières, liées à une potentielle revente à un riche collectionneur du Moyen-Orient. « C'est parfait », murmura Claire. Il a présenté les faits de manière objective, mais on ne peut s'empêcher de sympathiser avec notre cause. Laurent acquiesça, ému par la justesse du portrait que Lejeune avait dressé de Lazare et de leur combat pour le protéger. « Et regardez la conclusion », souligna Émilie, tournant la page vers la fin de l'article. Il annonce la participation de Lazare au stage d'Antonio, invitant les lecteurs à venir assister à ce moment historique. En effet, le dernier paragraphe mentionnait l'événement à venir, présenté comme une chance unique de voir ce cheval légendaire faire son retour dans l'arène, non pas comme une marchandise de valeur, mais comme un artiste respecté pour son talent et sa résilience. À peine avait-il fini de lire l'article que le téléphone de Laurent sonna. C'était Paul Dufresne, le vétérinaire. « Laurent, » dit-il, sa voix teintée d'urgence. « Je viens de recevoir un appel de Maître Duval. Elle demande un rapport complet sur l'état de santé de Lazare, apparemment pour préparer une action en justice. » Laurent sentit son estomac se nouer. « Qu'as-tu répondu ? » Que je ne pouvais divulguer aucune information médicale sans ton autorisation explicite, bien sûr. Mais elle a laissé entendre qu'il pourrait obtenir une ordonnance du tribunal. « Peuvent-ils vraiment faire ça ?» demanda Laurent, inquiet. « Théoriquement, oui, » admit Paul. « Mais cela prendrait du temps. Et de toute façon, mes rapports ne feraient que confirmer ce que l'article dit déjà. Que Lazare était dans un état déplorable quand tu l'as recueilli, et qu'il se rétablit progressivement grâce à tes soins. » Laurent se sentit un peu rassuré. « Merci, Paul. Je savais que nous pouvions compter sur toi. »« Toujours, » assura le vétérinaire. « Au fait, j'ai lu l'article. Le jeune a fait du bon travail. Cette histoire méritait d'être racontée. » Après avoir raccroché, Laurent partagea cette nouvelle avec Claire et Émilie. « Moreau passe à l'offensive, » conclut-il. L'article l'a probablement mis en colère. « Ou inquiété, » suggéra Claire. S'il est vraiment préoccupé par son image publique, voir l'histoire exposée ainsi doit le rendre nerveux. Quoi qu'il en soit, intervint Émilie, cela confirme que notre stratégie fonctionne. La pression publique commence à s'exercer. Les jours suivants virent une augmentation significative de l'intérêt pour Lazare. Des appels de journalistes d'autres publications commencèrent à arriver, demandant des interviews ou des séances photos. Laurent refusa poliment la plupart, ne voulant pas que Lazare soit soumis à un stress excessif avant le stage. Cependant, il accepta une courte interview téléphonique avec une radio locale, profitant de l'occasion pour inviter les auditeurs à venir assister au stage d'Antonio Mendez, où Lazare ferait sa première apparition publique depuis son sauvetage. À une semaine du stage, alors que les préparatifs s'intensifiaient et que l'entraînement de Lazare entrait dans sa phase finale, un événement inattendu vint bouleverser leurs plans.
Claire, qui revenait d'une course en ville, annonça avec inquiétude qu'elle avait aperçu Olivier Moreau en grande conversation avec le maire du village. « Il semblait très proche, dit-elle. Et à un moment, j'ai clairement entendu Moreau mentionner Lazare. Je crois qu'il essaie d'obtenir des appuis locaux. » Cette nouvelle préoccupait Laurent. Le maire, bien que généralement juste, était connu pour être sensible aux influences des personnes fortunées qui pouvaient contribuer au développement économique de la petite commune. « Que pourrait-il faire exactement ?» demanda Laurent. Claire réfléchit un moment. « Pas grand-chose directement sur la question de la propriété de Lazare, c'est une affaire juridique privée. Mais il pourrait compliquer l'organisation du stage, peut-être en soulevant des questions de sécurité ou d'autorisation si une partie se déroule sur un terrain communal. Je vais appeler Antonio, décida Laurent. Il doit être informé de cette nouvelle complication. Antonio Mendez prit très au sérieux l'information concernant la rencontre entre Moreau et le maire. Dès le lendemain, il se présenta à la mairie, accompagné d'Émilie, pour discuter directement avec l'édile. « C'est une démarche préventive », expliqua-t-il à Laurent par téléphone après la réunion. « Nous avons clarifié la situation, présenté notre version des faits, et surtout souligné les bénéfices que le stage pourrait apporter à la commune en termes de visibilité et de tourisme. » « Et comment a réagi le maire ?» demanda Laurent, anxieux. « Prudemment, » admit Mendez. Il a reconnu avoir discuté avec Moreau, mais a assuré qu'il n'avait pris aucun engagement. Il semble plus préoccupé par l'aspect pratique de l'événement, stationnement, sécurité, afflux de visiteurs, que par le conflit sous-jacent concernant Lazare. Cette nouvelle apportait un soulagement relatif. Au moins, le maire n'avait pas immédiatement pris position contre eux. Mais cela confirmait aussi que Moreau déployait des efforts considérables pour contrecarrer leurs plans, allant jusqu'à tenter d'influencer les autorités locales. La semaine qui précéda le stage fut intense. L'article de Lejeune avait suscité un intérêt plus large que prévu, générant des reprises dans plusieurs médias nationaux. L'histoire de Lazare, ou Diamante Negro, selon les sources, touchait visiblement une corde sensible chez de nombreuses personnes, bien au-delà du cercle restreint des passionnés d'équitation. Laurent tenta de se concentrer sur l'essentiel, la préparation de Lazare. Le cheval continuait de progresser, répondant avec une précision croissante aux exercices proposés par Mendez. Sa condition physique s'améliorait chaque jour, sa démarche devenait plus assurée, son regard plus vif. « Il est prêt », déclara finalement Mendez à la veille du stage. Pas pour une performance complète, bien sûr, mais pour montrer ce qu'il a été et ce qu'il peut encore être. Ils avaient décidé que Lazare participerait seulement à la séance d'ouverture du stage, effectuant une brève démonstration guidée par Mendez. Ce serait suffisant pour marquer symboliquement son retour, sans risquer de l'épuiser ou de le stresser excessivement. Le matin du grand jour, Laurent se réveilla avant l'aube, l'estomac noué par l'anxiété. Et si Lazare paniquait devant la foule? Et si l'effort s'avérait trop important pour lui? Et si Moreau tentait quelque chose pour perturber l'événement? Claire, percevant son inquiétude, lui prépara un café solide et s'assit avec lui à la table de la cuisine. « Tout ira bien, » dit-elle avec une assurance tranquille. « Lazare est prêt, Antonio sait ce qu'il fait, et nous avons l'opinion publique de notre côté. Moreau ne risquera pas un scandale en public. » Laurent hocha la tête, s'efforçant de partager cet optimisme. « Tu as raison, c'est juste que, après tout ce que nous avons traversé pour en arriver là, j'ai peur que quelque chose ne vienne tout gâcher au dernier moment. » « C'est normal d'être nerveux, » dit Claire en posant sa main sur celle de son frère. « Mais rappelle-toi pourquoi nous faisons tout ça. Pour Lazare, pour qu'il retrouve sa dignité et sa place dans le monde. » Ces mots simples remirent les choses en perspective pour Laurent. Oui, tout cela était pour Lazare. Le reste, les complications juridiques, les manœuvres de Moreau, même l'attention médiatique, n'étaient que secondaires. Ils se rendirent à l'écurie pour préparer Lazare. Le cheval semblait particulièrement alerte ce matin-là, comme s'il sentait l'importance de la journée. Laurent le brossa avec un soin méticuleux, s'attardant sur chaque détail. Claire avait tressé sa crinière à l'espagnol, un style qu'elle avait appris en regardant des tutoriels en ligne, soucieuse que Lazare soit présenté avec toute la dignité due à son rang. « Il est magnifique », murmura-t-elle en reculant pour admirer le résultat.
Et c'était vrai. Même si Lazare n'avait pas encore retrouvé toute la splendeur de ses jours de gloire, la transformation depuis son arrivée à la ferme était saisissante. Son pelage noir avait repris de l'éclat, ses muscles se redessinaient progressivement sous sa peau, et surtout, son port de tête, fier et noble, évoquait à nouveau le champion qu'il avait été. Antonio Méndez arriva peu après, accompagné d'Émilie. Il examina Lazare avec un œil expert, ajustant légèrement une tresse ici, vérifiant la solidité d'un nœud là. « Parfait », déclara-t-il finalement. Il est prêt à faire son retour. Le stage se déroulait dans un grand centre équestre situé à quelques kilomètres de la ferme de Laurent. Ils avaient décidé de transporter Lazare dans la remorque de Paul Dufresne, plus confortable et spacieuse que celle de Laurent. Le vétérinaire, qui tenait à être présent pour cet événement important, conduisait lui-même, avec Laurent à ses côtés, tandis que Claire et Émilie suivaient dans une autre voiture. En arrivant au centre équestre, Laurent fut stupéfait par l'affluence. Le parking était déjà presque plein, et des groupes de personnes se dirigeaient vers l'entrée principale, beaucoup tenant à la main le magazine avec Lazare en couverture. « Je ne m'attendais pas à tant de monde », avoua-t-il à Paul, intimidé par cette attention inattendue. Le vétérinaire sourit. L'histoire de Lazare a touché les gens. C'est un symbole d'espoir, de seconde chance, quelque chose dont nous avons tous besoin de temps en temps. Ils furent accueillis par le directeur du centre, qui les conduisit vers un box réservé pour Lazare, à l'écart de l'agitation principale. Laurent apprécia cette attention, soucieux que le cheval puisse se reposer tranquillement avant sa présentation. Lazare descendit calmement de la remorque, observant son nouvel environnement avec une curiosité mesurée. Il ne semblait pas particulièrement stressé par les bruits et l'activité autour de lui, ce qui rassura Laurent. « Il a l'habitude des grands événements », rappela Méndez, qui les avait rejoints. Pendant des années, il a participé à des spectacles bien plus bruyants et chaotiques que celui-ci. Ils installèrent Lazare dans son box temporaire, avec de l'eau fraîche et un peu de foin pour l'occuper. Laurent resta avec lui, le caressant et lui parlant doucement pour le rassurer, pendant que Méndez allait superviser les derniers préparatifs de la séance d'ouverture. Émilie vint les chercher 1 heure plus tard. « C'est presque l'heure », annonça-t-elle, son visage reflétant à la fois l'excitation et l'anxiété. La presse est là en force, y compris quelques chaînes de télévision régionales. Laurent sentit son cœur s'accélérer. L'enjeu semblait soudain beaucoup plus important qu'il ne l'avait imaginé. Ce n'était plus seulement une présentation discrète devant quelques passionnés, mais un véritable événement médiatique. « Et Moreau ?» demanda-t-il, exprimant sa préoccupation principale. « Aucun signe de lui pour l'instant », répondit Émilie. « Mais nous avons placé quelques amis à l'entrée pour nous prévenir s'il se montre. » Laurent hocha la tête, reconnaissant pour cette précaution. Il passa le licol spécial que Méndez avait fourni à Lazare, ajusta une dernière fois sa crinière tressée, puis conduisit doucement le cheval vers la sortie du box. Le trajet jusqu'à la grande arène, où devait se dérouler la séance d'ouverture, fut une épreuve pour les nerfs de Laurent. Des regards curieux suivaient leur progression. Des murmures s'élevaient sur leur passage. Quelques personnes tentaient même de prendre des photos avec leur téléphone. Mais Lazare, comme s'il retrouvait les sensations de sa vie passée, avançait d'un pas mesuré, la tête haute, apparemment indifférent à cette attention. À l'entrée de l'arène, Méndez les attendait, vêtu d'un costume traditionnel espagnol qui soulignait la solennité du moment. Il prit les rênes de Lazare des mains de Laurent avec un sourire rassurant. « Tout va bien se passer, dit-il. Souviens-toi, ce moment est pour lui, pour célébrer sa renaissance. » Laurent acquiesça, la gorge trop serrée pour parler. Il rejoignit Claire et Paul dans les gradins, trouvant des places réservées au premier rang. L'arène était pleine, bien plus que lors d'un stage ordinaire. L'histoire de Lazare avait manifestement attiré un public nombreux et divers, des cavaliers expérimentés aux simples curieux touchés par ce récit de rédemption. Le directeur du centre équestre monta sur une petite estrade pour accueillir les participants et le public. Après quelques mots d'introduction sur le stage lui-même, il passa la parole à Antonio Méndez, présenté comme l'un des grands maîtres du dressage espagnol contemporain. Méndez salua la foule,
puis entama un bref discours sur l'histoire et les traditions de l'équitation espagnole. Son accent chantant et sa passion évidente captivèrent l'audience. Puis, arrivant au cœur de son propos, il évoqua Diamante Negro. « Aujourd'hui, dit-il, sa voix portant clairement dans l'arène silencieuse, nous avons l'honneur et le privilège d'assister au retour d'un champion. Un cheval qui a incarné l'excellence de notre art, puis a connu la déchéance et l'oubli, avant d'être sauvé par la compassion d'un homme ordinaire doté d'un cœur extraordinaire. » Des murmures d'anticipation parcoururent l'assistance. Mendes poursuivit, racontant brièvement l'histoire de Diamante Negro, sa gloire passée, sa chute et son sauvetage in extremis par Laurent. Il conclut en invitant le public à accueillir non pas seulement un cheval de légende, mais un symbole de résilience et d'espoir. Sur ces mots, les portes s'ouvrirent et Lazare entra dans l'arène, guidé par un assistant de Mendes. Un silence ému s'abattit sur la foule, suivi presque immédiatement par un tonnerre d'applaudissements. Laurent sentit les larmes lui monter aux yeux. Voir Lazare ainsi, acclamé et admiré après avoir frôlé la mort dans l'indifférence générale, était profondément émouvant. Claire, à ses côtés, ne faisait aucun effort pour cacher son émotion, des larmes coulant librement sur ses joues. Mendes rejoignit Lazare au centre de l'arène et commença la démonstration. Il s'agissait d'une série d'exercices simples mais élégants, conçus pour montrer les capacités retrouvées du cheval sans le pousser au-delà de ses limites actuelles. Lazare répondait avec une précision impressionnante, exécutant des figures de base du dressage classique, des cercles parfaits, des changements de direction fluides, des transitions harmonieuses entre les différentes allures. À chaque mouvement réussi, le public exprimait son admiration par des applaudissements. Laurent observait, fasciné, ce cheval qu'il avait recueilli mourant et qui maintenant évoluait dans l'arène avec une grâce et une présence indéniables. La démonstration dura environ 15 minutes, Mendes veillant à ne pas fatiguer Lazare. Pour finir, il lui fit exécuter une courbette légère, un mouvement où le cheval se dresse légèrement sur ses postérieurs, levant l'avant-main, rappelant les airs relevés que Diamante Negro maîtrisait autrefois à la perfection. Cette ultime figure déclencha une ovation debout. Mendes salua le public, puis conduisit Lazare vers la sortie de l'arène, où Laurent les attendait, le cœur débordant de fierté et d'émotion. « Il a été parfait », dit Mendes en lui remettant les rênes, ses yeux brillants d'une joie sincère. « Absolument parfait. » Laurent caressa l'encolure de Lazare, notant que malgré l'effort fourni, le cheval ne semblait pas excessivement fatigué. Au contraire, il paraissait stimulé par l'expérience, ses oreilles dressées, son regard vif parcourant la foule comme s'il savourait cette attention retrouvée. Alors qu'il s'apprêtait à ramener Lazare à son box pour un repos bien mérité, Émilie accourut vers eux, le visage tendu. « Moreau est là », annonça-t-elle à voix basse. « Il vient d'arriver avec son avocate et 2 autres hommes que je ne connais pas. » Laurent sentit son estomac se nouer. Que venait faire Moreau ici? Cherchait-il à créer un incident? À revendiquer publiquement la propriété de Lazare? Où est-il maintenant? Demanda-t-il, instinctivement plus protecteur envers Lazare. Dans les tribunes, répondit Émilie. Il a assisté à la fin de la démonstration. Il n'a pas l'air content, mais il n'a encore rien tenté. Mendes, qui avait écouté cet échange, intervint avec calme. Continuons comme prévu. Ramenons Lazare à son box. Laissons-le se reposer. Si Moreau veut nous parler, qu'il vienne à nous. Nous n'avons rien à cacher. Laurent approuva cette approche. Ils conduisirent Lazare à travers la foule de spectateurs qui souhaitaient voir le cheval de près, beaucoup tendant la main pour le toucher ou prendre des photos. Lazare supportait cette attention avec une patience surprenante, comme s'il retrouvait des sensations familières de ses jours de gloire. De retour au box, Laurent entreprit de déceler Lazare et de vérifier qu'il n'était pas trop fatigué par sa prestation. Claire apporta un seau d'eau fraîche et quelques carottes, récompense bien méritée pour le champion. C'est alors que la voix qu'il redoutait se fit entendre derrière eux. Une performance impressionnante, je dois l'admettre. Olivier Moreau se tenait à l'entrée du box, flanqué de Maître Duval et des 2 hommes qu'Émilie avait mentionnés. L'un semblant être un garde du corps, l'autre portant une mallette qui suggérait qu'il pouvait être un autre avocat ou un conseiller. Laurent se redressa,
se plaçant instinctivement entre Moreau et Lazare. « Que voulez-vous » demanda-t-il sans préambule. Moreau s'avança d'un pas, son regard allant de Laurent à Lazare. Il portait un costume impeccable qui contrastait avec l'environnement rustique de l'écurie, et son expression oscillait entre l'agacement et une forme d'admiration réticente. « Je suis venu proposer une dernière offre, » dit-il finalement, « une offre que vous seriez fou de refuser. » Claire s'était rapprochée de son frère, tandis qu'Antonio Mendez et Émilie se tenaient en retrait, observant la scène avec tension. Lazare, curieusement, semblait parfaitement calme, observant Moreau comme s'il évaluait lui-même cet homme qui prétendait décider de son sort. « J'ai déjà refusé vos offres précédentes, » répondit Laurent d'une voix ferme. « Ma position n'a pas changé. Lazare n'est pas à vendre. » Maître Duval fit un pas en avant, son visage professionnel ne trahissant aucune émotion. « Monsieur Mercier, avant de rejeter cette proposition, vous devriez au moins l'entendre. Mon client est prêt à se montrer extrêmement généreux. » Laurent secoua la tête. « L'argent n'est pas la question. Il s'agit de ce qui est juste pour Lazare. » Moreau laissa échapper un rire bref, dépourvu d'humour. « Vous parlez comme si ce cheval était une personne capable de faire des choix. C'est un animal, Mercier. Un animal de valeur, certes, mais un animal tout de même. Un animal que vous avez laissé tomber dans l'oubli et la misère, » intervint Claire, incapable de contenir son indignation. « Un animal qui serait mort sans l'intervention de mon frère. » Un éclair de colère passa sur le visage de Moreau, rapidement maîtrisé. « Les circonstances de sa disparition sont regrettables. Je ne le nie pas. Des erreurs ont été commises après le décès de mon père. Mais cela ne change rien au fait que, légalement, ce cheval m'appartient toujours. » Antonio Mendez s'avança alors, son port digne attirant immédiatement l'attention. « Permettez-moi d'en douter, monsieur Moreau. J'ai parlé à plusieurs témoins qui confirment que vous avez délibérément vendu les chevaux de votre père après sa mort, y compris Diamante Negro, sans vous soucier de leur destination ou de leur bien-être. » Moreau jeta un regard agacé à l'Espagnol. « Vous n'avez aucune preuve de ces allégations. » « En fait, nous en avons, » intervint une nouvelle voix. Tous se tournèrent vers l'entrée du box où se tenait Mathieu Lejeune, le journaliste, accompagné d'un homme d'âge moyen que Laurent ne reconnut pas. « Permettez-moi de vous présenter Pierre Gagnon, » continua Lejeune. « Il était le régisseur du haras de votre père jusqu'à son décès. Monsieur Gagnon a conservé des documents très intéressants concernant la vente des chevaux après la mort de Jean-Philippe Moreau. » Moreau pâlit visiblement, son regard allant de Gagnon au papier que celui-ci tenait à la main. « Ces documents, » poursuivit Gagnon d'une voix calme mais assurée, « incluent des reçus de vente signés par vous-même, monsieur Moreau, ainsi que des correspondances où vous donnez des instructions explicites pour liquider toute la collection équine le plus rapidement possible, sans considération pour la valeur ou le pédigré des animaux. » Un silence pesant s'abattit sur le petit groupe. Maître Duval se pencha vers Moreau, lui murmurant quelque chose à l'oreille, mais il l'écarta d'un geste brusque. « Ces documents ne prouvent rien, » dit-il, mais son ton manquait de conviction. « Et même s'ils étaient authentiques, ils ne changeraient pas le fait que je n'ai jamais formellement transféré la propriété de Diamante Negro. »« Peut-être, » admit le jeune, « mais il suffirait amplement à créer un scandale public qui, j'en suis certain, n'arrangerait pas vos affaires. Sans parler de l'enquête que la Société protectrice des animaux serait en droit d'ouvrir sur les conditions dans lesquelles ces chevaux ont été vendus et traités. » Moreau fixait maintenant le jeune avec une hostilité non dissimulée. « Vous me menacez ?» Le journaliste sourit légèrement. « Je constate simplement des faits. Mon métier est de rapporter la vérité, et cette histoire a déjà captivé beaucoup de lecteurs. Un développement impliquant une négligence délibérée et une tentative d'appropriation après coup serait, disons, très suivi. » Laurent observait cet échange avec un mélange de stupéfaction et d'espoir grandissant. Jamais il n'aurait imaginé que le jeune irait jusqu'à mener sa propre enquête, retrouvant l'ancien régisseur et des documents compromettants. Moreau semblait peser ses options, son regard allant de Gagnon à Lejeune, puis à Laurent et Lazare. Finalement, son expression se durcit en un masque de froide résignation. « Très bien, » dit-il sèchement. « Gardez ce cheval. Il est probablement trop tard de toute façon pour qu'il ait une quelconque valeur pour mes projets. » Il se tourna vers Maître Duval. «
Préparez les documents nécessaires pour formaliser le transfert de propriété à Monsieur Mercier. Je veux que cette affaire soit close définitivement. » L'avocate acquiesça, visiblement surprise par ce revirement soudain, mais suffisamment professionnel pour ne pas le montrer davantage. Moreau fit un pas vers la sortie, puis s'arrêta et se retourna vers Laurent. « Vous pensez avoir gagné, n'est-ce pas? Mais réfléchissez à ce que vous avez réellement obtenu. Un vieux cheval qui vous coûtera plus qu'il ne vous rapportera jamais. Était-ce vraiment un combat qui valait la peine d'être mené? » Laurent soutint son regard sans ciller. « Certaines choses n'ont pas de prix, monsieur Moreau. La dignité, la loyauté, la compassion. Ce sont des valeurs que l'argent ne peut acheter. » Un rictus déforma brièvement les lèvres de Moreau, puis il tourna les talons et sortit, suivi de son entourage. Maître Duval s'attarda un instant. « Les papiers seront prêts d'ici la fin de la semaine, » dit-elle à Laurent. « Je vous contacterai pour la signature. » Puis elle aussi disparut, laissant le petit groupe dans un silence stupéfait. « Est-ce que c'est vraiment fini ?» demanda finalement Claire, comme si elle craignait de briser un sort en parlant trop fort. « Il semblerait, » dit le jeune avec un sourire satisfait. Moreau est avant tout un homme d'affaires. Il a fait un calcul coût-bénéfice et a réalisé que poursuivre cette bataille lui coûterait plus, en termes de réputation, et peut-être même légalement, que ce qu'il pourrait y gagner. Laurent se tourna vers Gagnon, lui tendant la main avec émotion. « Merci. Je ne sais pas comment vous exprimer ma gratitude. » L'ancien régisseur serra sa main avec chaleur. « C'est moi qui vous remercie. J'ai travaillé pendant 15 ans pour Jean-Philippe Moreau et j'aimais ses chevaux comme s'ils étaient les miens. Quand j'ai lu l'article sur Diamante-Negro, j'ai contacté Monsieur Lejeune immédiatement. Ce que son fils a fait après sa mort, Jean-Philippe se serait retourné dans sa tombe. » Antonio Mendez s'approcha de Lazare, caressant doucement son encolure. « Alors, mon ami, il semble que ton avenir soit assuré maintenant, » murmura-t-il en espagnol. Comme en réponse, Lazare hennit doucement, frottant sa tête contre l'épaule de Laurent dans un geste d'une tendresse surprenante. Les semaines qui suivirent apportèrent un calme bienvenu après la tempête. Comme promis, Maître Duval livra les documents officiels transférant la propriété de Diamante-Negro, désormais légalement aussi connu sous le nom de Lazare, à Laurent Mercier. Moreau respecta sa parole et ne tenta plus aucune manœuvre pour récupérer le cheval. La participation de Lazare au stage d'Antonio Mendez avait été un succès retentissant, attirant l'attention bien au-delà du cercle habituel des passionnés d'équitation. Son histoire de rédemption touchait quelque chose de profond chez les gens, un message d'espoir et de persévérance qui transcendait le simple cadre équestre. Cette notoriété inattendue apporta des changements significatifs à la ferme de Laurent. Des visiteurs venaient régulièrement pour voir Lazare, beaucoup laissant des dons pour contribuer à son entretien. Plusieurs propriétaires de chevaux âgés ou malades sollicitèrent les conseils de Laurent, impressionnés par sa patience et son dévouement. Émilie suggéra de transformer une partie de la ferme en petit centre de réhabilitation pour chevaux maltraités ou abandonnés. L'idée, d'abord accueillie avec scepticisme par Laurent qui craignait de ne pas avoir les ressources nécessaires, prit progressivement forme grâce au soutien d'Antonio Mendez et à l'enthousiasme de Claire. Un soir d'été, alors que le soleil se couchait sur les pâturages où Lazare broutait paisiblement, Laurent réfléchissait à l'extraordinaire voyage qu'ils avaient parcouru ensemble. D'un acte impulsif de compassion était née une aventure qui avait non seulement sauvé la vie d'un noble animal, mais aussi transformé la sienne de façon qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Claire vint s'asseoir à côté de lui sur le banc devant la maison, contemplant elle aussi le cheval qui avait changé leur destin. « Tu sais, » dit-elle doucement, « quand tu as ramené ce vieux cheval à moitié mort, j'ai cru que tu avais perdu la raison. Maintenant, je me demande si tu n'as pas toujours su, d'une certaine façon, que Lazare était spécial. » Laurent sourit, repensant à ce jour sur le marché aux bestiaux, à ce regard qui l'avait captivé malgré la misère physique de l'animal. « Je ne savais rien de son passé glorieux, » admit-il. « J'ai juste vu un être qui méritait une chance. Le reste, c'était le destin, peut-être. » Comme s'il sentait qu'on parlait de lui, Lazare releva la tête et les regarda,
sa silhouette se découpant sur le ciel rougeoyant. Dans la lumière du couchant, avec sa tête fièrement dressée, il ressemblait à nouveau au champion qu'il avait été. Un rappel vivant que même dans les moments les plus sombres, la dignité et la noblesse peuvent survivre, attendant seulement la main bienveillante qui saura les raviver.